Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Donc, ce matin, avec moi, j'ai Éric Noël. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Puis merci encore une fois de t'être déplacé à la clinique aujourd'hui pour répondre à mes questions sur le triathlon. Merci à toi de l'invitation. C'est tout ce qui est règles, comment ça marche. J'ai reçu des questions un peu sur des choses. Est-ce que je peux faire ça? J'ai-tu le droit de faire ça? Je veux pas être disqualifiée. Fait que c'est un peu le but de t'avoir aujourd'hui avec moi. On va passer au travers. Ah. Fait que là, j'aimerais ça savoir parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a mené à travailler pour Triathlon Québec? Oh, Triathlon Québec. Triathlon Québec, je travaille depuis... J'ai commencé en 2012, en fait, comme coordonnateur à Triathlon Québec. Mon poste a évolué au fil des ans jusqu'à directeur technique en 2020. 2020, j'ai quitté, année de pandémie et tout, j'ai quitté pour plus aller côté direction de course. Donc, je suis allé comme directeur de course pour les championnats du monde qu'il y avait à Montréal avec le Triathlon international de Montréal. Donc, 2022, pour ceux qui ne savaient pas, on a eu les championnats du monde en triathlon au Vieux-Port à Montréal. C'était super intéressant. Donc, j'ai été excellent. C'est ça. Donc, j'ai été directeur de course 2021-2022 avec l'équipe qui était en place. Après, je me suis fait approcher pour aller à Paris pour les Jeux. Donc, World Triathlon, la Fédération internationale m'a contacté pour aller livrer comme directeur de course, si on veut, Technical Operation Manager pour les Jeux. Donc, je suis parti en 2023 pour l'événement test et après pour les Jeux. Donc, je suis revenu à Montréal en octobre 2024, en fait, après les Jeux. Puis, je suis de retour à Triathlon Québec à temps partiel. OK. Parce que j'aime bien le triathlon, puis de redonner aussi à la communauté. Donc, retour au niveau du monde fédéré, parce que fédéré, l'organisation, c'est complètement différent. Ouais. Mais ça permet d'avoir un bon 360 degrés sur qu'est-ce que l'événement, qu'est-ce qui peut être fait, les règlements et tout. Donc, c'est très intéressant. Puis, entre-temps aussi, je travaille aussi comme travailleur autonome sur d'autres événements sportifs à Montréal. Okay. Donc, que ce soit le Marathon de Montréal, le 21K de Montréal. Donc, je reste impliqué dans le milieu événementiel et l'événement de paratriathlon qui a lieu en juillet. Okay. De chaque année aussi, je vais être impliqué comme directeur de course aussi à Montréal. Donc, un peu de fédéré, puis Triathlon Québec, mon rôle, en fait, à Triathlon Québec, exact. Directeur technique, c'est plus la gestion, justement, des mises à jour des documents, tout ce qui est réglementation, les liens avec les officiels, comment on applique, un peu les lignes directrices en fonction de la réglementation internationale. Donc, de World Triathlon, on va adapter les règles au niveau québécois. Fait que tu fais le pont entre les deux. Exactement. Donc, je connais beaucoup World Triathlon, aussi avec Triathlon Canada, les comités organisateurs également. Donc, un peu chapeauter tout ça. Avec le reste de l'équipe, Triathlon Québec, on est quand même une belle équipe jeune et dynamique. Puis finalement, c'est comme plusieurs personnes qui mettent l'épaule à la roue, Puis moi, je suis là en tant que à temps partiel pour justement aider dans ce domaine-là. Puis est-ce que tu as déjà fait des triathlons de ton côté? Pas beaucoup, en fait. Je suis plus un coureur à la base. Oui, j'ai fait 3 triathlons. Seulement, là, très, très longtemps, en 2012, en fait, à mes débuts. Mais non, plus un coureur. À force de toujours être sur les événements, des fois, c'est bien de faire autre chose. Mm-hmm. Donc, course à pied. Ça prend moins de temps d'entraînement aussi. L'été, c'est très, très occupé. OK. Fait que des projets pour cet été de ton côté? Non, rien à part organiser des événements et non pas de... L'été, c'est comme la grosse saison d'événements. En fait, l'été, c'est la saison que je suis le moins en forme. Je suis en forme jusqu'au mois d'avril, mai. Je me suis bien entraîné, puis après ça, je diminue. Puis là, j'essaie de recommencer à m'entraîner en août, septembre. Donc, plus compliqué. OK. Puis, fait que là, de ce que je comprends, là, justement, très impliqué dans l'organisation des courses. Tu as parlé des règlements. Fait que je pense que tu es la bonne personne pour m'aider aujourd'hui puis répondre à mes questions. Je l'ai divisé un peu en étapes de triathlon, là, si je peux dire. Fait que je propose qu'on commence avec avant la course. OK. Fait que tout ce qui est amener l'équipement, amener le vélo, préparer. Même ça, j'en ai pas fait encore. Fait que j'ai comme pas trop d'idées de comment ça marche, c'est quoi les règles, j'imagine c'est pas tu peux amener ton vélo n'importe quand une semaine avant. J'imagine qu'il y a des temps prédéterminés un peu pour ça, pour préparer les zones de transition. Fait que ça ressemble à quoi un peu
Comment ça se passe dans ces préparations-là? En fait, ce qui est important, c'est de regarder, selon l'événement que vous êtes inscrit, c'est de regarder justement c'est quoi, eux, leurs règles. Généralement, au Québec, si on parle des événements québécois, c'est toujours le matin même de la course qu'on va amener le vélo et qu'on va le mettre en zone de transition, qu'on va le rentrer. Donc, de vérifier avec eux, justement, c'est dans le guide de l'athlète généralement, l'heure d'ouverture de la zone de transition. Donc, souvent, ça va être 1h, 1h30 avant le premier départ de la journée. Donc, si le départ est à 8 heures, normalement, c'est à partir de 6h30, 7h que la zone va ouvrir pour entrer. Puis évidemment, quand on amène son vélo et tout, c'est toujours le strict minimum en zone de transition. Donc, on ne peut pas emmener son panier d'épicerie, son bac de plastique, sa chaise pliante, son parasol, le strict minimum. Puis, une chose qui va aider les officiels également, c'est qu'à l'entrée de la zone, les officiels, le matin, vous ne pouvez pas rentrer, les gens ne peuvent pas rentrer quand ils veulent. Il y a une entrée spécifique. Puis, il va y avoir un officiel ou des bénévoles qui vont vérifier souvent le casque. Donc, prévoyez le coup. Mettez votre casque déjà, vous l'attachez. Enfin, on va reculer encore un peu plus, là. Première chose en arrivant sur site, c'est d'aller récupérer son dossard de course pour la course à pied, puis son numéro qu'on va coller sur son casque et sur son vélo. Parce que les vélos, pour rentrer en zone de transition, il doit déjà avoir le numéro d'identification du vélo. Donc, la première étape, c'est d'aller là. Ça, Généralement, c'est inscrit dans le guide de l'athlète, c'est où. Des fois, on peut y aller chercher la veille également. Si c'est à proximité de chez vous, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez aller récupérer, vous le mettez sur votre vélo. Après, vous allez pouvoir entrer en zone de transition. L'officiel va vérifier le casque, le vélo. Est-ce que ça concorde? Même là, maintenant, il y a une nouvelle vérification. On n'ira pas là-dedans nécessairement avec les souliers, mais c'est plus en transition, là, ça va changer. Mais ils vont vérifier ça. Que le vélo est en bon état. Ils ne vont pas toucher au vélo, mais ils vont vérifier en général. Évidemment, le vélo doit avoir 2 freins fonctionnels. Donc, on ne peut pas avoir... Ça fait partie des petits trucs qu'ils vont regarder. Ça exact. Comme un fixed gear. Un fixed gear, on ne peut pas avoir ça en triathlon. Il faut avoir une roue libre. Je pense pas que ça serait recommandé de toute façon. Non, on en voit de tous les genres. C'est intéressant. Sur les très gros triathlons, on en a vu vraiment de tous les genres. Donc, à voir. Puis si vous avez un doute, vous pouvez toujours écrire à Triathlon Québec sur est-ce qu'on un vélo est conforme et tout. Mais généralement, les vélos de base, on peut prendre n'importe quel type de vélo. Généralement, même vélo de montagne, vélo hybride. Quand je dis hybride, c'est pas électrique, mais c'est hybride de ville. On a déjà vu des paniers en avant du vélo. Il n'y a pas de problème. C'est très, très participatif quand même. Il y en a qui sont très crinqués, puis il y en a qui sont très participatifs, puis il n'y a pas de problème. Les deux peuvent participer. Il y en a qui peuvent mettre leur bouteille d'eau dans le panier devant. Puis, Malou, en tout, on en voit de tous les genres. Là. Que ça soit fixé généralement, là, mais oui, effectivement. Donc là, vous rentrez, puis après ça, une fois qu'on est rentré, puis encore une fois, je parle d'événements réguliers. Si on parle de Ironman, ce que je sais que tu vas en faire un, généralement, Ironman, c'est très différent. Les vélos, c'est entré la veille, puis on va vérifier. L'équipement doit être dans un sac pour la T1 puis la T2, que ça va être dans des tentes spécifiques, mais ça, c'est complètement à part. Les événements réguliers, plus au Québec, l'équipement nécessaire à la course, donc utilisé à la course, va être installé juste à côté du vélo. Donc, les souliers, la ceinture de course, le casque de vélo peut être positionné sur le vélo. Souvent, il va être mis sur le guidon ou au sol à côté. Donc, c'est de rester à l'intérieur de 50 cm de son vélo, grosso modo, là, pour ne pas s'étaler. Puis, le support que vous allez prendre pour Ironman, souvent, ils vont être déjà pré-identifiés. Exemple numéro 3812. Il va y avoir des rangées de support à vélo, puis vous allez être déjà prédéterminé. Contrairement à un événement standard au Québec, souvent, ça va juste être une ligne de support qui va être triathlon sprint. Les vélos sont là. Exact. Triathlon sprint, catégorie ouverte. Catégorie ouverte, c'est ce qui inclut hommes aussi également. Et catégorie femmes, là, tu choisis, femme, ouverte, peu importe. Puis là, tu vas t'installer. OK. Fait qu'il faut que tu retrouves ton vélo après quand tu sors de l'eau. Là. Ça fait partie des trucs à faire, évidemment, c'est de le placer. Puis, il y a une règle aussi qu'on ne peut pas identifier son support à vélo. Donc, on a déjà vu ça déjà, même la semaine dernière, c'était intéressant. Il y avait le triathlon de Joliette. Il y a quelqu'un qui avait amené un ballon à l'hélium gonflable avec une licorne. Puis, il y avait atterri sur le support à vélo. Il dit, moi, en sortant de la natation, je vois la licorne, puis je cours, puis je vais. Mais l'officiel qui voit ça, c'est drôle, on prend une photo, mais malheureusement, il faut qu'on l'enlève. Mais on prend une photo quand même pour l'historique parce que c'est juste drôle. Mais oui, on en a vu des choses comme ça. Mais nous, on l'enlève. OK. Parce que c'est pas permis de... Pas le droit exact, parce que le but, c'est que tu prends avantage sur les autres. Donc, est-ce qu'il y a un avantage? Oui, non. Donc, il y a un avantage, on l'enlève. Si tout le monde devait faire ça, ce serait chaotique. Oui. L'idée est bonne de retrouver son vélo, mais c'est ça. Exact, l'idée est bonne. Puis, il y a des petits trucs. Les gens vont mettre une serviette, ils vont s'essuyer les pieds. Donc, ça met une serviette orange fluo, par exemple. Ils la mettent au sol. Mais là, ils la font déborder dans l'allée. Si on voit l'athlète, on va lui dire Monsieur, madame, désolé, vous saviez, on est beaucoup en mode proactif pour éduquer. On ne va jamais
taper sur les gens. On va dire, ah, vous saviez, vous vous en servez comme identification, puis vous la rentrez, s'il vous plaît. On ne va pas l'empêcher de l'avoir parce que c'est la seule serviette qu'il y a, mais on va la mettre à l'intérieur de la ligne des roues de vélo, en fait. OK. Donc, ça sera moins visible. Mais on ne peut pas avoir, exemple, une serviette visible qu'il va mettre sur son vélo. Ah, même pas sur le vélo, hein, j'allais Ben, dire en fait, dessus, parce que si tu regardes les vélos qui sont... Bon, il y a des couleurs un peu plus flash que d'autres. Si c'est le vélo, ça va, mais c'est qu'après ça, si tu le mets sur ton vélo, c'est que tu t'en sers pour quoi, en fait? Tu t'en sers pour identifier ton vélo. Donc, tu as un avantage en le mettant là. Fait que là, il y a une question de jugement aussi. Fait que là, il y a une discussion qui peut avoir. Puis les règlements en triathlon, c'est très gris. C'est rarement noir ou blanc. C'est rarement noir. Mais la serviette au sol pour essuyer les pieds, oui, ça, il n'y a pas de problème. Elle s'y est plus colorée. Après, si tout le monde prend orange, on revient au point de départ. Exactement, c'est ça le problème. Mais bon, on ne va pas empêcher que les gens vont s'emmener des serviettes souvent pour essuyer ses pieds. Puis c'est correct. On parlait du strict minimum. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on amène en transition? Évidemment, tu as ton casque de vélo qui est obligatoire. Oui. Sinon, on ne peut juste pas le faire. Casque, chaussures de vélo. Oui, casque, chaussures de vélo. Les chaussures vont souvent être déjà parfois, pas toujours, mais pré-attachées sur les pédales avec les élastiques pour tenir. Ça prend une certaine pratique, je dirais, pour faire ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué, peut-être le faire à l'entraînement avant pour être à l'aise, parce que quand on le fait en compétition, on embarque après la ligne d'embarquement avec plein d'autres vélos, donc si on n'est pas trop à l'aise, ça peut créer une chute et tout. Fait que prenez une minute de plus en transition, le temps de mettre les souliers, puis de marcher ou courir avec les souliers dans les pieds avant d'aller à la ligne. Il n'y a pas de problème aussi pour faire ça. Okay. Donc, ça peut être fait. Donc, ça prend ça. Ceinture de course, parce que le dossard de course à pied est obligatoire à la course à pied seulement, pas en vélo. Okay. Mais généralement, on va le mettre sur une ceinture de course parce que ça va plus vite. On l'enfile. Exact, tu l'enfiles, tu l'attaches, pas de problème. Bon, après ça, vous pouvez avoir bandeau, casquette, lunettes fumées. J'ai évidemment une montre qu'on peut avoir également déjà à partir de la natation, wetsuit aussi, si c'est permis au niveau de la température de l'eau et de l'air, parce qu'il y a un facteur de correction qui s'applique. Okay. Donc, je dirais serviette, évidemment. Fait que c'est pas mal le strict minimum. Le strict minimum, c'est pas mal ça. Chaussures de course aussi, parce que tu reviens au même point. Exactement, c'est la même transition. J'imagine qu'une fois que tu l'as trouvé un peu après l'eau, c'est plus facile de le retrouver en revenant du vélo. Quoique... Ça dépend, parce que là, finalement, il n'y a plus d'autres vélos pour t'aider. Mais parfois, selon la zone de transition, il y a des trucs quand même. Il y a des gens, justement, qui vont penser à ça. De un, la zone de transition est tout le temps faite pour qu'elle soit équitable. Donc, en théorie, on va toujours courir la même distance quand tu sors de l'eau pour aller jusqu'au vélo, puis quand tu reviens pour sortir à la course à pied. Donc, tu as tout le temps la même distance. Mais après ça, c'est est-ce que tu vas courir plus longtemps avec ton vélo en première transition ou en deuxième transition? Oui, c'est ça. Soit tu le prends rapidement, puis là, tu cours, ou tu le déposes rapidement, puis tu cours après. Exact. Puis souvent, dans les triathlons, généralement, chaque rangée va être identifiée, soit par des lettres, A, B, C, D, peu importe. Tu dis, OK, je suis dans la rangée D, donc au moins, ça te donne... Après ça, tu as plusieurs racks. Des fois, les transitions, si c'est dans un stationnement, il y a peut-être des lampadaires que tu peux dire, OK, je suis environ tel lampadaire, ou s'il y a des arbres dans un parc. Des repères visuels. Exact. Fait que là, il faut juste regarder, ou sinon, vous comptez le nombre de rangées, parce que c'est tout le temps bon aussi de faire une pratique. Ouais. Quand vous installez votre vélo, vous regardez, genre, OK, bon, j'arrive à la natation par là, combien de pas il faut que je fasse? Là, tu comptes tes pas, tu dis, OK, c'est le cinquième rack. Puis après ça, tu peux faire une pratique. Ça, c'est... On peut le faire, en fait. Ça, c'est permis et même recommandé. Là. Ben oui, recommandé. On a déjà vu des athlètes qui étaient perdus, en fait, qui sortent de l'eau en panique. « Où mon vélo? Où mon vélo? » Ben, je peux pas t'aider. Moi, vous êtes 1000 en transition. Je t'ai pas vu rentrer avec ton vélo. Tu sais. Fait que là, on essaie d'aider à un moment donné, à la fin, quand ils cherchent depuis trop longtemps, un vélo rouge, telle marque. Puis ils sont découragés. Mais finalement, souvent, c'est juste le centre d'orientation qui joue des tours. Il pensait qu'il rentrait par tel endroit, il rentrait par l'autre. Là, ça l'a déstabilisé, donc il cherche. OK. Fait que de prendre vraiment ces points de repère-là le matin. Très important d'avoir les points de repère. Où est la ligne d'embarquement, la ligne de montée? Où est la ligne de débarquement, la ligne de descente? Pour justement, OK, en vélo, je pars par là, il faut que je traverse la ligne avant d'embarquer, c'est bon. Est-ce qu'il y a une petite côte, un petit faux plat après la ligne? Donc, je suis mieux de mettre une vitesse un peu plus basse pour pas partir sur le gros plateau. Ça dépend du parcours. Des fois, tu es mieux de partir sur un gros rapport, des fois non. Donc, ça fait partie justement des petits trucs, dire comment on peut optimiser notre transition. Parce que la transition, en fait, c'est du temps gratuit. On n'a pas besoin. On a besoin de s'entraîner pour être plus efficace, pour gagner des secondes. On parle qui est plus pertinent pour une distance sprint. Sur une longue distance, même si tu prends 30 secondes de plus, ça va. Là. Mais sur un sprint, chaque seconde commence à m'emmener, on gratte. On s'entraîne juste à être plus efficace. Puis tu peux sauver 30 secondes sans avoir à pousser des watts sur ton vélo, sans avoir à faire des entraînements de piste. Puis l'humain a tendance à être paresseux. Donc, c'est le temps bien, il faut économiser du temps où on peut, dont en transition. OK. Fait que ça, c'est tout le setup avant.
Oui, là, avant, on Ouais. installe son vélo. Puis après ça, évidemment, d'écouter les consignes au micro, si on peut avoir accès au son. Des fois, il y a beaucoup de sons en transition, mais juste d'écouter parce qu'il y a tout le temps la réunion d'avant-course qui est souvent 15 minutes avant le départ de course. Donc, si on dit que le départ est à 8 heures, la zone de transition ouvre, exemple, à 6h30, vous arrivez à 6h45, le temps qu'il vérifie votre stock. Puis souvent, il peut y avoir une queue aussi, un line-up. Fait que ça, arriver plus tôt que tard. Parce que là, tu as le stress de on arrive, trouver le stationnement, sortir le truc, on a un problème mécanique finalement, il faut aller à la tente mécanique pour gonfler un truc, changer un flat. C'est pas le fun. Arrivez en avant. Ça rajoute un stress. Exact. Installez-vous. 1 heure avant, il y a le call qui est fait pour le wetsuit, s'il est légal ou pas, si on peut le permettre. Donc, si le départ est à 8 heures, à 7 heures, vous allez savoir. Donc là, vous pouvez préparer votre wetsuit ou non. Après 15 minutes avant, il va y avoir la rencontre d'avant-course. Exactement. Puis une fois que le vélo est rentré en transition, on ne peut plus le sortir, par contre. Donc, les gens qui disent « je vais le rentrer, placer, je vais ressortir, faire un warm-up en vélo », on ne peut pas, en fait. Donc, pensez à ça quand même. Souvent, le warm-up va être fait plus à la course à pied avant, parce que ça, on peut. Donc, on peut rentrer en transition, on ressort, on va jogger un peu ou on le fait des exercices. Tu peux aller placer des souliers après. Puis... Exact. Ça, c'est correct. On est Tu fais du vélo, du triathlon, tu es un physio, tu es un coach, tu es un passionné de sport, eh bien, abonne-toi au podcast Jamais assez parce qu'à chaque semaine, on te donne de l'éducation gratuite. On te partage des entrevues inspirantes avec d'autres athlètes passionnés comme toi de tous les niveaux. Abonne-toi au podcast Jamais assez sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. On se retrouve à chaque semaine en 2025. C'est un rendez-vous. J'imagine aussi, tu parlais de tester, des fois c'est dans des stationnements, des fois c'est... Fait que ça aussi de regarder pour courir nu-pied, je suis dans du sable, je suis dans le parking, du gazon. Ça aussi, je pense que ça peut être un élément important à comme analyser. Oui, c'est un excellent point. Puis c'est bien de le faire, si possible, avant aussi, d'aller voir un peu ça va ressembler à quoi. Parce que oui, le comité organisateur, ils vont faire leur possible. Ils vont passer le balai, ils vont passer le souffleur. Si c'est dans le sable, pas dans le sable, mais dans le gazon, ils vont enlever les petites branches qu'il peut avoir. Mais soyez prudents quand même. Quand vous sortez de l'eau puis vous courez, des fois, on peut facilement se blesser pour une niaiserie. Il y avait une petite roche qui rentre dans le pied, ça fait mal. Là, on scrape une course, en fait. Là. Tu parlais du guide de l'athlète aussi. Ça, c'est fourni avec toutes les courses. Chaque comité organisateur, il y a des comités que le guide est mieux détaillé que d'autres. On ne se le cachera pas. Mais les informations vont être là, généralement. Tous les parcours vont être là ou sur le site web. Les informations sont là quand ont lieu les réunions d'avant-course. Puis la réunion d'avant-course, justement, c'est l'officiel et le directeur de course, généralement le délégué technique qui est de Triathlon Québec, nommé par Triathlon Québec, qui va donner les dernières consignes. Donc, c'est quoi les parcours, combien de tours il faut faire. Puis ça, c'est la clé. Parce que même si on connaît les règles puis il y a quelque chose, il peut y avoir des changements de dernière minute dus à, on le sait pas, de la réparation de la ville la veille sur une fuite d'eau, n'importe quoi. C'est-à-dire que finalement, le parcours vélo a changé. On l'a raccourci, c'est plus 4 tours, c'est rendu 5 tours. Ça, si ça arrive, c'est annoncé aussi quand vous arrivez sur place à l'inscription, ça va être indiqué, vous allez pouvoir recevoir un courriel. Mais vraiment, la réunion d'avant-course, c'est vraiment important d'y assister. Exactement, à ne pas manquer. Les dernières consignes sont là. S'il y a des pénalités, comment ça va être purgé à cet événement-là, parce que des fois, il y a des petites choses qui peuvent changer au cours de journée. Puis sur une journée qui a plusieurs événements, plusieurs départs, ça doit être un peu chaotique, un peu tout ça. Ça se passe comment? C'est avant ton départ à toi? Oui, exactement. C'est avant chaque départ, il y a tout le temps une zone. Mais oui, effectivement, ça veut dire que c'est chaotique, mais des fois, tu as des départs à chaque 5 minutes. Puis après ça, tu as le coin pour faire les réunions d'avant-course. Il y a des gens qui arrivent au finish de la course à pied, en transition. Fait que c'est vraiment un flow. Quelqu'un qui n'a jamais vu un événement de triathlon puis qui voit ça pour une première fois, il trouve, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du monde qui court, pourquoi il y a du monde en vélo, il y a du monde qui veut rentrer là, du monde qui sort de l'eau, du monde au finish. C'est pas juste une course à pied que je vois des coureurs puis c'est tout. Tout le temps, Mais là, c'est assez... Fait qu'il faut quand même avoir... Puis l'horaire est aussi plus complexe à faire. C'est sûr. Puis la réunion d'avant-course, souvent, va avoir lieu près du départ de natation. Généralement, toujours, 15 minutes avant. Donc, ce qui fait que vous allez déjà avoir votre wetsuit, généralement, s'il est légal. S'il fait limite chaud, vous pouvez cuire dans le wetsuit, donc faites attention. Peut-être pas nécessairement le zipper tout de suite ou laisser-le un peu ouvert en haut. Le bonnet de natation aussi, vous pouvez le remettre après. Mais souvent, la réunion va être faite sur le bord de la natation. Fait que oui, effectivement, souvent, ça au micro, un mégaphone, mais la réunion va être faite à cet endroit. Parfait. Fait que ça, c'est, je pense, un bon gros résumé de tout le comme avant. Oui, exact. Reconnaître les parcours, c'est important. Si on se lance dans l'eau, que ce soit eau libre ou, mettons, je sais qu'il y en a en piscine. Tu parlais de wetsuit.
Fait que ça, je sais que c'est une règle qui va être... C'est ça, tu disais 1 heure avant, ça va être déterminé si tu peux le porter ou pas. Exact. C'est quoi la température? Ben, tu parlais de l'eau et de l'air. Je pensais que c'était juste de l'eau. Non, ben en fait, Ironman prennent juste l'eau. OK. Mais World Triathlon et Triathlon Québec, les fédérations, ils prennent le rapport. Parce que l'eau peut être chaude, mais si tu sors de l'eau et il fait 4 degrés, c'est de l'hypothermie sûre et certain, en fait. Là. Fait que là, faut qu'on ajuste. Puis le plan de contingence est toujours duathlon, qui est course, vélo, course. Ouais. C'est dommage qu'il faut en arriver là, mais ça peut arriver que ce soit pour la température de l'eau s'il fait trop froid ou si c'est un problème de qualité d'eau, qui peut arriver de plus en plus avec les changements climatiques et tout. Pour être franc, la qualité d'eau, ça va commencer dans les prochaines années à devenir un peu plus problématique. Un peu comme il y a eu à Paris aussi. La qualité d'eau était bonne à Paris. Les nageurs, les athlètes ont nagé. Ouais. Mais bon, on en reparlera off the record. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est quoi la température, mettons, Triathlon Québec? Oui, température. On le met ou on le met pas? OK. On parle de, en fait, la limite, c'est 15,9 degrés. OK. Là, je parle en Celsius. Ouais. Et moins, il va être obligatoire. Donc, obligatoire à 15,9 degrés et moins. Puis après ça, entre 16 degrés et 21,9, il va être optionnel. Donc, on peut le mettre. Donc, souvent, les gens ont intérêt à le mettre parce que ça aide à flotter. En fait, le but du wetsuit, c'est pour garder le corps au chaud. Pour éviter... C'est ça. Mais les gens veulent le porter parce que ça flotte. Ça va plus vite aussi. Mais c'est pas pour ça qu'ils doivent le porter. C'est pour la mauvaise raison. Ça va plus vite, effectivement. Raison numéro 1, chaleur, Exact, raison numéro 1, chaleur. Et à partir de 22 degrés, là, on parle pour les groupes d'âge, on parle pas pour le volet élite, même au Québec, mais groupe d'âge, toi et moi qui faisons un triathlon au Québec, 22 degrés, on peut pas le porter. C'est interdit. Puis c'est qui mesure? C'est-tu dans le milieu du lac, sur le bord? Oui, il y a 3 endroits, en fait, sur le parcours. Donc, il faut le mesurer au milieu du parcours. Après ça, il faut le mesurer à 2 autres endroits qui sont sur le parcours. Puis après ça, la règle a changé il y a quelques années. Quand j'avais quitté pour organiser, c'était rendu... on prend la plus basse. Température la plus basse. En fait, pour ça. Puis, on prend la plus basse si l'eau est inférieure à 30 degrés. Puis en tout cas, il y a comme une petite règle, mais au Québec, très rarement, l'eau va être supérieure à 30 degrés. Parce qu'après ça, tu as des pays, j'ai déjà vu dans des pays que l'eau était tellement chaude, en Arabie Saoudite, l'eau est à 31, puis ça peut être annulé si l'eau est trop chaude, en fait. Parce que ça peut être pire. Mais bon, changement de sujet. Mais je parlais de la température de l'eau, qui est, 22 degrés interdit. Pour les 60 ans et moins. 60 ans et plus, ça va jusqu'à 24,6 degrés. Donc, ça peut arriver sur un événement qu'on dise, OK, température de l'eau, 23,8. Wetsuit interdit pour les 60 ans et moins. 60 ans et plus, c'est légal. Wow. Là, je ne suis pas médecin ou les calculs. La règle a changé, ça fait pas si longtemps. Avant, c'était 22 pour tout le monde. C'est qu'ils se sont rendus compte que, plus on vieillit, je crois qu'il y a un truc qu'on... régule moins bien la température. Exactement. Tu as peut-être plus de connaissances dans le domaine, là, physio, mais... En fait, World Triathlon, avec leur comité de médecine, ils font des études internationales, ils disent OK, rendu à tel degré, ils peuvent parce que c'est pas un danger. Donc ça peut être... Puis eux, j'imagine, ils ont une limite quand même. 24,6, c'est puis encore là, encore parenthèse, 24,6, c'est la limite. Au-dessus de ça, au Québec, jamais on va autoriser le wetsuit parce que là, il y a un danger pour l'intégrité de l'athlète. S'il fait trop chaud, tu peux vraiment cuire dans un wetsuit. Tu peux vraiment surchauffer. Les gens ne le croient pas, mais tu peux faire un coup de chaleur à l'eau. Mais... Ironman, la règle est différente. Avec les règles USAT, qui est aux États-Unis, ils peuvent autoriser, je crois, jusqu'à 28 degrés. Donc, si vous êtes inscrit à des Ironman aux États-Unis ou ailleurs, n'importe quoi, regardez les règles qui vont être applicables pour la température de l'eau. Il y a plus de chances que le wetsuit soit permis. Puis quand je parlais du 22 degrés, même pour les groupes d'âge, c'est pour distance sprint et olympique. Quand tu tentes pour longue distance, là, on revient au 24,6. Aussi pour toi et moi. Et pour les 60 ans et plus. Donc, ça dépend de la distance. On sépare toujours distance olympique et plus court. Olympique, qui est 1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 km de course, et plus court. Et longue distance, qui est la distance demi-Ironman et plus. Donc, il y a la règle. Mais tout est dans les règles de Triathlon Québec 2025 qui sont mises à jour. Puis le ratio avec l'air, la température de l'air, c'est si l'air est supérieur à 15 degrés, pas de problème, on prend la température de l'eau directement. Mais si l'air est inférieur à 15 degrés, on va ajuster selon un tableau que même si on prend la température de l'eau qui va être, exemple, à 23 degrés, mais que l'air, puis j'ai un exemple fictif, je n'ai pas le tableau devant moi, l'air est à 12 degrés, le wetsuit devrait être autorisé parce que ton 23 va équivaloir peut-être à 21, 21,5 ou 20. Donc finalement, ça peut jouer. Puis après ça, encore le délégué technique peut prendre des décisions autres.
Puis le délégué technique, en fait, il a beaucoup de pouvoir sur l'événement. C'est Ouais, que même c'est ce que si je comprends, il peut décider. Oui, exact, mais selon sur des informations qu'il reçoit. Si on sait qu'au large, mettons, un parcours de 1,5 km d'une boucle, au large du lac, il y a des vagues, puis ça brasse un peu plus, il dit OK, ben on est mieux de permettre le wetsuit parce que bon, c'est un événement groupe d'âge, c'est participatif, c'est pas un championnat canadien, il n'y a pas de volet élite. Si c'est élite, on respecte plus les règles, mais c'est un volet plus amateur, il dit regarde, on va le permettre même si on est à 22,5 parce qu'il y a des vagues, parce que, mais ça, c'est une décision de délégué technique en fonction des informations qu'il va recevoir. Puis une course comme à Tremblant, où c'est un triathlon sous la bannière Ironman, est-ce que c'est régi par Triathlon Québec aussi? C'est les règles de compétition de Ironman qui vont être là. Pour la journée du dimanche, qui est le 70,3, le samedi, qui est la distance olympique seulement, le 51,50, ça, c'est les règles Triathlon Québec, qui est presque pareil. Puis pourquoi une différence entre les deux? Non, c'est juste que ça devient une distance olympique standard, en fait. Et après ça... Mais encore là, vérifiez le guide de l'athlète quand ça va être en ligne pour ça, la température de l'eau et tout, mais vérifiez sur le site web. OK. Je sais pas, mais oui. Wetsuit de température, c'est un gros, évidemment, un gros enjeu à savoir, je le mets-tu, je le mets-tu pas. Tout le monde veut le wetsuit. Les gens croisent les doigts. Puis c'est la question qu'on reçoit le plus, puis c'est tout le temps la running guy, la joke running guy qu'on voit sur Facebook ou n'importe quoi, ou sur les réseaux sociaux. C'est quoi la température de l'eau? C'est quoi la température de l'eau? Les gens arrivent sur site, ils veulent tous savoir la température de l'eau. Pour le fameux wetsuit. Pour le savoir, OK. Exact. Y a-tu d'autres règles auxquelles tu peux penser pour la natation? J'ai reçu des petites questions. Oui, je m'en souviens un peu, les listes. En fait, là, on parlait du wetsuit pour en eau libre. Quand on tombe en piscine, il n'y a jamais de wetsuit. Jamais de wetsuit. Puis on peut faire piscine pour commencer, parce que piscine aussi, il y avait des questions qui étaient est-ce qu'on peut toucher au fond? Est-ce qu'on peut se propulser au mur? Je suis fatiguée, je m'arrête en plein milieu. Il n'y a pas de problème, en fait. On peut le faire. Généralement, les triathlons en piscine, c'est plus participatif, mais il y a des gens compétitifs, évidemment. Là. Oui. Mais jamais Triathlon Québec va disqualifier quelqu'un parce qu'il a marché au fond, parce qu'il est fatigué. Puis on va y rappeler gentiment que c'est une épreuve de natation. Puis normalement, il faut qu'on nage, il ne faut pas qu'on marche. C'est pas fait pour tout marcher, mais mettons que tu as besoin d'un break. Puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais encore là, c'est ça. Ça arrive des fois, les gens, ils nagent, que souvent, en piscine, on part 2, 3, 4, des fois, dans le même couloir, à chaque 5 secondes d'écart. Mais puis c'est par temps, généralement. Les plus rapides font faire la vague 1, après ça, on descend jusqu'au plus lent. En théorie, on nage avec des gens qui sont à notre vitesse. Donc, ça, c'est bien. En partant à chaque 5 secondes, ça limite les dépassements, mais ça peut arriver. Donc, évidemment, en partant à chaque 5 secondes, de ne pas bloquer. Si on prend un bouillon puis on va arrêter, on touche au fond, on se tasse sur le côté pour ne pas bloquer ceux qui arrivent derrière, parce qu'il va en avoir d'autres, évidemment. On peut prendre un repos aussi sur le côté, il n'y a pas de problème. On peut se pousser au mur aussi quand on pousse, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Mais en théorie, on ne peut pas s'aider par le fond, selon la règle, pour avancer. Mais après ça, est-ce qu'il a pris avantage vraiment? Je pense que c'est plus lent de marcher que de nager. Il n'a pas pris avantage, donc c'est ça. Après, quand on va en eau libre, c'est le même principe, en fait. On ne peut pas utiliser tout objet inanimé pour s'aider à progresser sur le parcours. Ce qui veut dire, si on a un malaise, on a le droit de toucher un kayak. À un moment donné, c'est comme... Tu t'agrippes, tu prends... Exact. Tu reprends ton souffle. Il y a ça, il n'y a pas de problème. Tu peux lever, tu lèves un bras, tu dis « Ah, kayak, il y en a un qui est pas loin, il s'en vient vers toi. » Tu t'accroches, es-tu correct? Oui. La seule chose, c'est que tu ne peux pas lui demander hey, est-ce que tu peux me faire une ride? Donne-moi un livre jusqu'à la sortie, s'il te plaît. Ça va disqualifier. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux t'accrocher après, même à la limite, ils disent bon, tu peux t'accrocher sur des bouées ou tout. Ça, je ne le recommande pas nécessairement parce que c'est compliqué. Là. Mais tu peux t'accrocher sur un objet inanimé, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas t'aider pour te propulser. Si tu as une péniche, comme à Paris, il y a une nouvelle règle qui est arrivée, c'est qu'il y a un athlète, avant de sortir de l'eau, il y avait une péniche sur le côté, il longeait le côté, puis il a vraiment flippé, puis il s'est propulsé jusqu'à la sortie. Mais la règle n'existait pas. Fait que là, il n'y a rien eu, mais là, finalement, là, avec la nouvelle règle, c'est qu'on peut pas se propulser. Et j'aime que tu mentionnes objet inanimé, dans le sens que tu peux pas t'agripper sur quelqu'un non plus d'animé dans l'eau. Effectivement, une nouvelle règle, non, c'est ça, parce que là, tu serais probablement très disqualifié. Aide-moi, puis tu t'accroches. Non, ça, on peut pas s'accrocher. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est les bouées de virage. Donc, tu sais, dans la natation, les règles qu'il faut faire, c'est qu'il faut contourner les bouées de virage, toutes les bouées de virage. Il y a quelqu'un en kayak qui s'assure que tu normalement, fais pas un shortcut, exactement. Normalement, tu as un kayak de chaque côté qui vient bloquer, qui vient aider. Ça, si vous coupez la bouée par inadvertance, c'est disqualifié. Il n'y a pas de pénalité de temps. Puis quand on dit disqualifié, mettons que je m'en suis pas rendu compte, je peux-tu quand même aller faire mon vélo puis ma course après? Ou ils vont m'interdire de le faire?
Non, en fait, c'est assez compliqué d'identifier les gens déjà, surtout quand il y a le wetsuit, parce qu'on a beau être marqué, parce qu'on parlait avant la course, évidemment, où on identifie, mais il y a des bénévoles qui vont vous marquer aussi sur les bras, sur les jambes. Ironman, des fois, c'est des tatous qu'ils vont fournir. Il faut se coller des tatous avec les numéros. Ouais. Sinon, c'est identifié au crayon marqueur. Même, mettons que tu as un wetsuit long. Exact. T'es marqué quand... t'es marqué en dessous, en fait. Mais c'est qu'à la natation, identifier un athlète groupe d'âge, c'est très compliqué. Parce que des fois, il y a les numéros décrits, puis des fois, non. Mais des fois, non. Fait qu'à un moment donné, il faut le voir. Puis là, on compte vraiment sur les kayaks puis dire hey, reviens faire le tour. Parce que le but, c'est que tu peux refaire. Si tu le manques, tu te fais avertir, tu peux revenir. Puis exact. Là, on s'entend, il ne faut pas que tu sois rendu 100 mètres après. Sinon, l'athlète va dire wow, c'est trop loin. Puis il ne voudra pas y aller. Mais on ne va pas l'empêcher. Souvent, qu'est-ce qui peut arriver? Si on est capable de l'identifier, on dit vous avez manqué une bouée, OK, ben vous allez être disqualifié. On dit, OK, on prend son numéro de dossard, mais on va le laisser finir, ça reste participatif quand même. Ça reste participatif au niveau groupe d'âge. Puis ça m'a à dire, j'ai vraiment spécifié les bouées de virage, parce que des fois, tu as des bouées d'alignement. Les bouées d'alignement, ça, c'est pas grave. Tu passes à gauche ou à droite, il n'y a pas de problème. C'est pour t'aligner vers la bouée de virage. OK. Donc, sauf si consignes différentes données par le délégué technique le matin de la course. OK. Fait que ça revient toujours d'aller à la rencontre de groupe le matin. Idéalement, oui. Mais généralement, les bouées d'alignement, il n'y a aucun problème. Fait que forcez pas nécessairement, il y a une bouée d'alignement. Ils sont de différentes formes et ou couleurs? Souvent, oui. Généralement, ils sont de différentes couleurs. Généralement, les bouées de virage sont pareilles. Mais exemple, comme Tremblant, de mémoire, c'était toutes les bouées de la même couleur. Puis il fallait vraiment... rester à l'extérieur. Des fois, il y a des enjeux de sécurité aussi, de ne pas aller trop large, parce que là, tes kayaks sont plus capables de bien contrôler les gens. Fait qu'ils sont mieux de l'avoir vraiment tout à l'extérieur, puis que ça va un peu plus large à l'extérieur. Mais confirmé. Mais les bouées d'alignement ne sont pas obligatoires à contrôler. Mais tu te rallonges, j'imagine, si tu ne respectes pas la bouée d'alignement, j'imagine que tu te fais comme un plus long chemin. Exact. C'est quand même le chemin le plus direct à l'autre bouée. Là. Le chemin le plus direct est toujours le mieux, sauf s'il y a du courant puis qu'on peut profiter du courant parce qu'on peut drafter aussi les autres nageurs. Donc, des fois, tu as intérêt à nager, mais si tu as le courant dans le dos, des fois, tu es mieux de te mettre au plein centre, même si tu es un peu offset, un petit peu à l'extérieur pour profiter du courant. Parce que ça, c'est une autre justement des questions. Le draft, fait que de suivre quelqu'un dans sa vague à la natation, il n'y a pas de problème. C'est permis autant en piscine qu'en eau libre. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça dépend aussi des départs de natation. Des fois, c'est des départs de masse. Je veux dire, c'est des groupes qui vont partir en même temps. Des groupes de jusqu'à combien? Jusqu'à 150. Mais ça dépend de la largeur de la plage et tout. Puis ça, encore une fois, si vous êtes moins à l'aise dans l'eau, pas de problème. Vous vous mettez à l'arrière du groupe. Puis même quand le départ est donné, vous pouvez attendre 5-10 secondes avant d'y aller. Là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Puis prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. Puis des fois, c'est rolling start. Rolling start, c'est départ en français. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Départ... par vague, par intervalle. Là. Souvent, Tremblant commence à faire ça. Magog aussi, on commence à faire ça. C'est 4, 5, 6 athlètes à la fois qui partent environ 5-10 secondes. Donc, c'est vraiment smooth, c'est continu. Puis là, ils mettent un tapis au départ, ce qui fait que ton temps s'active quand on traverse le tapis. Versus départ de masse, que le temps débute au gun time, qui est au coup de klaxon à l'heure pile de la compagnie de chronométrage. Là. Vous le savez, avoir mal aux genoux, avoir mal au dos ou encore être inconfortable sur sa selle, ça vous empêche vraiment de faire du vélo. Vous avez beau être à l'écoute de votre corps, mais vous n'avez pas toujours les solutions. Chez Physio-Vélo, on est là pour ça. Évaluation biomécanique sur le vélo, test de force, de mobilité, de flexibilité. Tout est là pour vous donner un plan d'intervention personnalisé selon vos objectifs. Tu veux comprendre ta douleur à vélo? Viens nous poser tes questions. Parce que chez Physio-Vélo, on n'est pas juste des physios. On est des passionnés de vélo comme toi. On se voit bientôt en bike fitting. Ouais, j'avais entendu, on m'avait semi-averti que des fois, les départs, surtout de masse, là, ça pouvait être... Ça brasse. De nager les coudes hauts, puis tu vas peut-être te faire frapper un peu, manger un coup de pied, ça peut arriver. Exact. C'est une des raisons pourquoi le rolling start commence à avoir la cote, surtout sur les gros événements, parce qu'il y a déjà eu justement des commotions cérébrales, tu reçois un coup de coude, un coup de pied, tu la lèves en sang parce que tu as mangé un coup, puis c'est jamais volontaire, mais il y a tellement de monde sur une machine à laver, puis il y a beaucoup de gens qui paniquaient, en fait. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Des fois, le wetsuit, on n'est pas à l'aise de l'avoir non plus. Ta respiration est plus forte. Fait que ça peut créer un stress supplémentaire. Donc, départ de masse, c'est quand même... si vous êtes à l'aise, pas de problème. Puis même là, tu as des athlètes de très, très haut niveau. Eux autres, c'est toujours des départs de masse. Que des fois, la natation, s'ils nous le disent, là, ils disent c'est pas le fun. Là. Des fois, même eux, ils paniquent à certains endroits. Fait que c'est pas à éviter.
Fait qu'au pire, c'est ça. Rolling start ou sinon t'attends un petit peu. Puis après ça, Oui, exactement. Juste y aller à son rythme, en fait. Pour 10 secondes à la natation, pourquoi perdre le plaisir de le faire? Ouais, je suis très d'accord avec ça. Ouais. Good. Je pense que c'était mes questions pour la natation. Natation, ça fait pas mal le tour. Et on s'est dit de pas ça. Évidemment, on peut toucher au fond au début, à la fin également. Après ça, quand on sort de la natation, qu'est-ce qu'on peut faire? Transition numéro 1. Oui, on se dirige vers la transition numéro 1. Ouais. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont profiter de la course parce que, là, encore une fois, vous avez repéré avant la course, est-ce que c'est 50 mètres, est-ce que c'est 100 mètres, est-ce que c'est 200 mètres, est-ce que c'est 300 mètres, ce qui commence à être long quand même. Ouais. Mais vous avez le temps d'enlever vos lunettes de natation, enlever votre bonnet de natation, commencer à dézipper le wetsuit s'il était permis, commencer à le défaire. Puis souvent, ils vont le descendre jusqu'à la taille C'est ce que j'ai vu. pour gagner du temps. Ouais. Puis ils vont courir. Puis l'important, c'est qu'on peut le faire en courant. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Mais pour l'enlever, ça, c'est important de le faire à son endroit en zone de transition. Donc là, on parlait de, quand vous rentrez en transition, retrouver le fameux vélo. Sachant qu'on n'a pas notre ballon de licorne. Ouais. Donc là, on a reconnu notre rack, on a identifié, on va à notre vélo. Puis c'est seulement à cet endroit-là qu'on peut enlever le wetsuit. OK. Puis on ne peut pas s'arrêter à l'entrée de la transition. Enlever tout ça. Parce que là, tu bloques les autres en arrière. Non, c'est quand même logique. C'est logique, ça à ta place. Il y a certains événements, dont les Ironman, souvent, qui vont mettre des bénévoles à la sortie d'eau pour vous aider à enlever le wetsuit. Ça peut arriver, c'est des zones spécifiques. Là, tu vois, les athlètes, c'est très drôle parce qu'ils se couchent sur le dos, puis là, il y en a deux qui tirent de chaque côté, puis là, ça fait la succion, genre... Ah ouais, ça doit être... Oui, non, ça... Fait qu'il y a des bénévoles que leur rôle, c'est d'enlever le wetsuit. Wow. Oui, c'est quand même cool comme rôle, comme bénévole. C'est à faire du bénévolat un jour sur un... C'est quand même chouette. Puis c'est plus rapide? Ça marche-tu, mettons? J'ai jamais essayé, okay. mais j'aurais tendance à dire que potentiellement. Si t'es moins à l'aise pour l'enlever, donc ça peut aider. Là. Okay. Ça peut aider. Donc, mais sinon, à part cette petite exception-là, t'enlèves ton wetsuit à ta place. Exactement, à ta place. C'est ça, tu le laisses à ta place. J'imagine que tu peux pas le laisser traîner partout. Fait non, que tu exact. te ramasses pour respecter ton espace. On le met le plus proche possible de son vélo. Parfois, ils vont le mettre sur le support à vélo, directement à côté de leur vélo. Ils l'enlèvent, ils le plient, ils le mettent dessus. Après ça, première chose à faire, là, on part en vélo. Puis c'est tout le temps le casque, en fait, à mettre sur la tête. Donc, tu mets le casque, on l'attache parce qu'on ne peut pas toucher au vélo. On ne peut pas enlever le vélo du support à vélo sans avoir le casque attaché sur la tête. Wow, okay. Donc ça, c'est une des règles qui est toujours qui est la base, en fait. Donc, on met le casque, on l'attache, on prend le vélo, puis on part. Après ça, il y a des athlètes qui prennent le temps de mettre des chaussettes. Ils vont prendre la serviette, on va mettre les chaussettes, pas de problème. Les souliers peuvent être soit préattachés ou peuvent être sur le côté, pas de problème. On enfile, vous êtes mieux d'enfiler les souliers à votre support de transition. Des fois, il y en a qui les amènent à la ligne d'embarquement. Pour pas courir après, puis ça fasse clic. Oui, mais après ça, c'est quand tu l'amènes, tu arrives à la ligne d'embarquement, il y a plein de gens qui poussent ou qui sont en même temps que toi, qui veulent embarquer. Derrière, là, tu mets ton vélo où? Parce qu'il n'y a pas de support, puis tu peux pas bloquer au milieu. Tu peux pas arrêter au milieu. Là. Fait que là, ton vélo, tu l'accotes sur un arbre, tu fais quoi, en fait? Tu peux pas. Okay. T'es comme pris, là. Okay. Fait que là, pour pas bloquer, vous êtes mieux de le mettre en transition puis de marcher plus lentement. C'est ça, tasse-toi du chemin. Oui, exact. Puis ça peut créer des chutes à l'arrière, tout le kit. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Là. C'est pas optimal. Puis, mais un coup que j'ai... Puis ça, tu dis, oui, c'est une règle importante, mais je veux dire, j'aurais pu mettre mon casque puis pas l'attacher. Fait que j'aurais peut-être pas pensé à ce petit détail-là, mais ça semble... faut tout le temps l'attacher, oui. Ça semble très important là, de mettre le casque avant même de toucher le vélo. Fait que ça, je pense que c'est quand même quelque chose que j'apprends. Parfait. Puis même en deuxième transition, on va y aller, mais c'est le même principe. Il faut attacher le vélo. Il faut mettre le vélo sur le support avant de détacher le casque. Puis il y a déjà eu des pénalités là-dessus, même au niveau élite. Justement, des règles qui ont évolué en fonction de ça ces dernières années. Donc, transition, on peut courir. On peut courir, on peut marcher. L'important, c'est de ne pas bloquer la progression des autres coureurs, de ne pas aller en sens inverse non plus. Puis il y a tout le temps un flow unidirectionnel, généralement, en transition. Quand tu rentres d'un côté, tu devrais tout le temps aller dans la même direction. Puis, donc, à voir. Tu l'as dit un petit peu au début, là, c'est ça, il y a une ligne avec laquelle que tu dois traverser avant d'embarquer sur ton vélo. Exactement. Parce que tu as la ligne de montée, qui est la ligne d'embarquement, qui est généralement verte au sol, puis la ligne de descente, qui est généralement rouge. Puis les deux lignes font partie, très, très logique, je pense que les gens vont comprendre. Après, tout ce qui est à l'intérieur des deux lignes fait partie de la zone de transition. Donc, même si la ligne est 100 mètres ou 200 mètres plus loin, ça fait partie de la zone de transition. Donc, il faut marcher. On ne peut pas faire du vélo en zone de transition. Donc, on doit traverser la ligne. Donc, là, la règle officielle, c'est un contact au sol d'un pied complet de l'autre côté de la ligne. Attends, redis ça. Un contact, fait un pied. Un pied au complet. Ouais. Prends pas de chance. Fais 2-3 pas de l'autre côté de la ligne, t'embarques puis tu y vas. Puis des fois, ça, c'est un point. C'est que les gens...
il voit la ligne, il arrête sur la ligne, puis là, il embarque, puis ça bloque. Puis finalement, il y a plein de gens qui disent, ben ça bloque, il passe à côté, il court 5-10 mètres de plus, il embarque sur le vélo, puis il part, puis il gagne 20 secondes, en fait. Okay. Fait que la ligne, on peut la traverser longtemps. Là. Le message, il n'y a pas de problème. Dépasser là, contourner les gens, t'embarques. Parce que mettons que tu n'as pas passé la ligne, t'embarques sur le vélo, puis tu commences une pénalité. Parce que tu n'as pas mis un pied au moins de l'autre côté. Exactement, un pied complet. Un pied complet, plus une pénalité. Donc, c'est l'officiel. La pénalité, c'est une pénalité de temps qui va varier en fonction de la distance que vous êtes plus tu es inscrit. parti loin. Fait que ça, si c'est une distance sprint, en fait, ça va être un 10 secondes. La distance que tu fais et non la distance de je suis parti vraiment loin. Non, ça pourrait être pas pire, ça, à proposer. C'est parce que, mettons, tant qu'après de 10 secondes, si je suis vraiment loin dans la zone de transition puis je roule, ça peut être plus non, parce que la règle a changé aussi, ça, c'est disqualifié. Bon, en fait, si tu as vraiment l'intention volontaire de OK, il y a vraiment comme. C'est disqualifié direct. OK. Versus que, OK, il a touché à la ligne, il était pas loin, il pensait que. Là, c'est juste pénalité de temps. Ouais, puis des fois, c'est des centimètres, surtout chez les courses élites, en fait. Ils sont tellement en peloton que le kit, il touche à la ligne à peine, puis finalement, c'est une pénalité de temps. Donc, même affaire pour les groupes d'âge, pénalité de temps qui peut être purgée sur place ou ajoutée au temps final. Ça va être donné comme consigne d'avant-course. Là. OK. Parce que ça pourrait être, t'attends là 10 secondes, puis après ça, tu as le go pour partir. Oui, mais encore là, c'est l'officiel qui va siffler, il va juste dire, viens-t'en sur le côté pour pas bloquer en arrière. Ouais. Puis qui va prendre le temps pour éduquer en même temps. Il dit, la ligne d'embarquement, vous savez, la règle, il faut la traverser au complet. Puis des fois, les gens, ils le savent juste pas. Ouais. J'avais pas eu l'info. Fait que juste en expliquant la règle, ça prend environ 10 secondes, qui est le temps de pénalité. Fait que la personne, elle s'en rend pas nécessairement compte. On ne dira pas, tu as une pénalité, t'expliques, ça fait le temps, ça éduque en même temps. Puis l'athlète, il continue. Bonne journée, bonne fin de course, tout simplement. Là. OK. Fait que ça, règlement important. La ligne. Verte. Exact. Puis... Encore là, ligne verte au Québec, on les fait vertes. Souvent, il y a 2 drapeaux verts. S'il y a des événements dans d'autres pays ou d'autres branding, parce que là, on a parlé d'événements triathlon Québec, mais là, ça peut être différent. C'est sûr qu'il y aura une ligne au sol. Elle peut être blanche, elle peut être peu importe, mais il va y avoir une ligne. Okay. Règlement sur le vélo. Le fameux vélo. Ouais, Est-ce qu'on a le droit de faire du sillonnage, le drafting? Ça, c'est une question, évidemment, qui est revenue. Puis je sais qu'aux Olympiques, c'est permis. Oui. Mais je sais aussi que dans les Ironman, ce n'est pas permis. Exact. Fait donc, que il y a 2... C'est juste 2 règlements différents? Exact. La règle existe de World Triathlon selon les types d'événements. Le triathlon olympique, dans le volet élite, il y a le droit d'avoir du sillonnage. Donc, drafting. Puis tous les athlètes U13, U15, donc les plus jeunes, qui sont en chemin vers le haut niveau, vont pratiquer avec le drafting. Parfois non, c'est d'autres habiletés techniques. Mais la majorité des courses groupe d'âge n'a pas de sillonnage. Donc, il n'y a pas de drafting. Comme Ironman, donc là, il y a une distance entre les vélos à respecter qui est de 12 mètres. La règle a changé avant, selon la distance. Là. C'est 12 mètres pour 25 secondes. Donc, je vais expliquer. En fait, on roule, puis des fois, c'est dur en roulant parce qu'il y a beaucoup d'autres vélos, ça se dépasse continuellement. 12 mètres, si tu me dis place-toi à 12 mètres, je ne sais pas si exact, je peux me plater à 12 mètres. Là, mais... C'est un peu ça, les gens, des fois, et puis on le voit, en fait. Là. Mais tu sais, puis le 12 mètres, en plus, c'est de la roue avant du vélo devant soi et notre roue avant. Fait que là, tu as le vélo qui est environ 1,8 mètres, 2 mètres de long. Je suis environ à 10 mètres. Ça va, là. Puis le but, c'est que quand tu entres à l'intérieur du 12 mètres, tu as 25 secondes pour progresser et dépasser. Dépasser, c'est lorsque ta roue avant dépasse la roue avant de l'autre athlète que tu dépasses. Okay. Puis quand tu t'es fait dépasser, tu as 25 secondes pour revenir en arrière de l'athlète qui vient de te dépasser avant de réessayer de dépasser. Encore une fois. Oh, wow, OK. Fait que c'est pas juste je te dépasse. Je reste en arrière avec toi. Non, parce que là, tu draftes. Non, parce que en zone de drafting. Mais est-ce que tu peux te tasser de manière latérale pour plus être comme dans la draft ou il faut vraiment que tu sois à 12 mètres en arrière? Normalement, c'est en arrière parce que si tu tasses à gauche, tu peux être en situation de blocage. Parce que tu peux bloquer les gens qui arrivent en arrière. Fait que c'est une dynamique de course. La règle noir sur blanc, ça a l'air facile, 12 mètres, 25 secondes, mais c'est pas si simple que ça. Parce que dynamique de course, circuit Gilles Villeneuve qui fait 12 mètres de large, le triathlon Esprit, justement, il y a beaucoup de vélos, puis ça finit, il y a tout le temps des gens qui se dépassent, puis c'est un continuel mouvement de vélo. Puis quand on est officiel sur une moto, puis j'incite quasiment tout le monde à essayer d'être officiel sur une moto pour voir le drafting, c'est très compliqué à voir. C'est sûr. Sur les gros événements, par contre, on le voit. Ceux qui draftent, c'est facile à voir de loin en arrière. Okay. Ils vont suivre, même s'ils sont à 8 mètres, il y a quand même un effet qu'on sent même
à 8 mètres, à 10 mètres, là, ils se tassent en même temps, ils vont revenir en même temps. Fait que là, tu les vois. OK. Souvent, ils ont le même maillot en plus que sont dans le même club de triathlon. Là, ça donne un indice. Ouais. Puis des fois, on le voit, il y a plusieurs qui ne connaissent pas la règle tout simplement. Ouais. Des fois, tu vois des gens, comme si tu vas, ouais, c'est mon premier, vous saviez que vous étiez en situation de drafting. Draft quoi? C'est quoi, drafting? Ah, excusez-moi, puis ils se sentent mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est 10 secondes aussi, la pénalité? Non, ça, c'est différent, en fait. Ça, c'est une pénalité de temps, mais pour sillonnage. Donc, ça, c'est un carton bleu. Donc, les officiels qui vont vous montrer, il y a un jeu de carton, mais c'est assez simple, en fait, en triathlon. Tu as le bleu qui est le plus souvent utilisé. Bien, plus souvent, non, en fait. Pour les courses groupe d'âge, oui, parce que c'est le drafting. Puis le drafting, c'est très important parce que c'est vraiment l'endroit dans la règle que les gens peuvent vraiment avoir un réel avantage. Comme sur tous les événements, on parlait du casque, la ligne d'embarquement. Tu as touché à la ligne, audition de pénalité, mais est-ce que tu as vraiment eu un gain à faire un pas de moins? Tu as parcouru la même distance. Est-ce que tu as eu un gain attaché ton casque 3 secondes après? Mais le drafting, tu peux vraiment, c'est que tu économises de l'énergie que tu peux mettre sur la course à pied, surtout sur la longue distance, en fait. Là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'être intolérant. Surtout sur la longue distance. Longue distance, on veut vraiment, quand on les a, on les prend. Donc, c'est carton bleu. Donc, ce qui peut arriver, c'est que vous faites votre événement. Là, on parle de longue distance, par exemple, peu importe. Vous roulez, vous êtes dans un petit peloton sans le vouloir, mais vous êtes responsable, même si vous êtes dans le peloton, d'éviter de faire du sillonnage. Un officiel peut arriver, montrer un carton bleu, il dit « OK, c'est beau. » Lui, il arrive en moto, puis il te le montre. En moto. Il dit « Toi, puis toi, numéro 928, 1300, carton bleu, pénalité, drafting. » Il vous le montre, il confirme que vous avez bien compris. Puis vous devez arrêter à la prochaine tente de pénalité. Là, on parle de longue distance. À Ironman, il y a des tentes de pénalité sur le parcours vélo. Ce qui n'est pas le cas sur les événements au Québec, sur les autres événements au Québec. La pénalité de drafting est purgée à la course à pied aux autres. Mais à Ironman, ou les longues distances qu'il peut avoir, donc regardez le guide de l'athlète, ça va être arrêté. T'arrêtes. À la prochaine tente de pénalité, puis c'est votre responsabilité, sinon vous êtes disqualifié. Lui, il prend des notes, il transfère tout, il met le numéro de dossard, il met la marque du vélo, il met l'athlète ressemblait à quoi, pour pas qu'il y ait de doute. Puis, si vous n'arrêtez pas à la prochaine tente de pénalité, nous, à la fin, on vérifie toutes les feuilles. Qui a arrêté. Exact, qui a arrêté. Souvent, il y a 2 tentes de pénalité, on compare. Puis, s'il y en a qui ne sont pas arrêtés, ils vont être disqualifiés, tout simplement. Mais ils vont avoir le temps de terminer leur course. Ils vont faire quand même, parce qu'on ne le saura pas en temps réel. Puis le temps de pénalité, ça a changé maintenant. Pour un 70.3, c'est rendu 2 minutes pour le sillonnage. C'était 5 minutes avant. L'année passée, c'était 5 minutes. C'est beaucoup, 5 minutes. Là, c'est rendu 2 minutes. Puis pour un fou à l'Ironman, c'est rendu 3 minutes. C'est encore 5 minutes. Pour une distance olympique, c'est rendu 1 minute. C'était 2 minutes. Et le sprint, c'est rendu 30 secondes. Puis c'était 1 minute. Fait qu'ils ont comme diminué. Mais aussi, juste le fait de devoir arrêter puis de repartir, même si, mettons, là, c'est 2 minutes d'arrêt, le freinage qu'il faut que je fasse, puis de repartir, ça aussi... Là, ça casse une dynamique, ça casse une dynamique de course. Il y en a qui en profitent pour se reposer aussi, mais en fait, tu peux pas faire des choses que tu n'aurais pas fait sur ton vélo. Tu peux pas dire, OK, parfait, j'ai une pénalité, je vais aller aux toilettes. Si tu vas aux toilettes, pas de problème, l'officiel va arrêter le chronomètre le temps que tu es aux toilettes, puis quand tu reviens, puis que tu es à côté du vélo, il repart le chronomètre. Fait qu'on peut pas en profiter pour faire... le but, c'est pas que ça soit... ou aller à côté du vélo, faire une séance d'étirement, toutes les quêtes, on peut pas. On peut manger ou boire qu'est-ce qu'on a sur notre vélo, parce qu'en théorie, tu aurais pu le faire sur ton vélo en roulant, mais tu peux pas faire d'autres choses. Fait que quelqu'un peut pas t'amener une autre bouteille parce que... Non, on peut pas. Puis tu peux pas faire des ajustements sur ton vélo. Je vais en profiter, je vais aller rajouter mon frein qui marchait mal, qui frottait, comme tu peux pas faire ça. Logique. Exactement. Donc là, on parle pas de longue distance. Donc, c'est les temps de pénalité, donc carton bleu qui est très important. Puis aussi, là, on parle longue distance. Le carton bleu peut aussi être pour déchets sur le parcours. Ça, c'est juste pour Ironman. Ironman, si quelqu'un prend un gel, échappe son gel, c'est pas une pénalité parce que c'est pas intentionnel. Mais si tu as un geste volontaire de lancer ton paquet de gel, ton gel vide, une bouteille vide, n'importe quoi, ben là, l'officiel qui voit, il donne un carton bleu également. Donc, qui n'est pas pour sillonnage, pas pour drafting, mais que c'est le même temps de pénalité quand même. Et puis finalement, la règle dit que quand tu as plus que sur une longue distance, plus que 3 pénalités pour sillonnage, ben, tu es disqualifié. Parce que ça peut arriver des gens qui ont plus qu'une pénalité pour drafting. Sur un 90 km de vélo, ils se font prendre à 2-3 fois des cartons bleus de sillonnage, pas de déchets.
Ça, il faudrait que je valide. OK. Moi, je pense que c'est carton bleu tout court. Carton bleu tout court, Je suis pas sûr, hors de tout doute. J'ai relu les règles ce matin en diagonale. Là. OK. Donc, fait que faudrait peut-être avoir, mais OK. L'idée, c'est juste garder vos déchets avec vous, puis faites pas. Mais mettons, tu le mets dans ta poche, puis tu manques ta poche, puis il tombe à terre. C'est pas une pénalité parce que c'était pas volontaire. Ça, Exactement. pas... C'était pas. Puis encore là, il faut qu'il y ait un officiel qui le voit. Puis les gens ont dit j'ai vu beaucoup de gens faire du sillonnage. On est beaucoup d'officiels quand même sur des motos, puis on a aussi des escouades vélo. Puis ça, c'est intéressant. C'est des officiels qui sont en vélo, qui circulent comme en policier fantôme en même temps. Fait que des fois, ils roulent dans les pelotons avec le monde. Puis ils disent OK, je vais donner des pénalités. Donc là, les athlètes peuvent pas les entendre. Ouais. Fait que là, ils arrivent à côté en vélo, ils disent OK, souvent, ils sont avec un gilet rayé, comme les officiels. Wow. Donc, ça, c'est l'escouade vélo. Fait que, on donne historiquement une centaine de pénalités pour drafting, pour un 70 points, pour un 70.3. Okay. Je parle pas pour les événements au Québec, standard sprint, olympique. C'est relativement rare qu'il y ait quand même du vrai drafting volontaire. Là. Vous êtes physio ou vous êtes kiné et vous voulez devenir la référence pour les cyclistes dans votre région, eh bien, on a ce qu'il vous faut. Les formations Physio-Vélo. Une formation hybride avec du e-learning et des séminaires pratiques de 3 jours est ouvert aux kinés et aux physiothérapeutes. Inscrivez-vous à notre prochaine cohorte en France en novembre 2025 en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. En plus de vous offrir une formation certifiante, Physio-Vélo vous propose du mentorat, des cas cliniques, mais surtout la chance de rejoindre un groupe d'experts de kinés et de physio passionnés comme vous qui veulent améliorer la prise en charge des cyclistes. Inscrivez-vous dès maintenant parce que les formations physio-vélo, c'est plus qu'une formation, c'est une transformation de votre carrière. Ça doit être difficile passer ça 25 secondes pour dépasser quelqu'un qui va juste à peine plus vite que toi. Tu sais, plus lent en fait. Ouais. Tu vas juste un petit peu plus vite, mais là, il faut que tu te dépenses mettons que toi, tu creuses. Tu as ta vitesse de croisière, tout va bien. Là, il faut que tu accélères pour aller le dépasser. Puis là, tu reviens à ta vitesse de croisière. Puis là, si lui, il avait sa vitesse de croisière, mais là, si là, toi, tu es rendu en avant, il faut qu'il diminue sa vitesse de croisière pour plus être là. Exact, pour revenir quasiment à la même vitesse que toi, presque. Fait que oui, c'est vraiment complexe, en fait, à faire. Mais bon, après ça s'auto-gère, je dirais. Souvent, les plus rapides partent déjà un peu plus en avant. Après ça finit par s'étirer. Le problème, souvent, quand il y a 2 boucles vélo aussi, ou si les plus rapides partent à l'arrière, des fois, ça peut être un problème. Ouais. Parce que là, il est tout le temps en situation de drafting parce qu'il roule tellement plus vite que tout le monde, qu'il est tout le temps à l'intérieur d'un 12 mètres de quelqu'un devant lui. En continu. Même s'il est à gauche. Même s'il est à gauche. Pour ça, des fois, l'horaire de départ est super important aussi. Ouais. De dire, OK, il y a des gens, des fois, qui partent à la fin parce que c'est les plus rapides, parce qu'ils veulent que le parcours vélo soit libéré à telle heure, par exemple. On tombe plus dans le côté technique, là, pour expliquer. Mais ça fait que le temps de vélo peut être très bon aussi à cause de ça. OK, je suis parti, mais finalement, j'étais tout le temps un peu protégé du vent, même si je roulais quasiment 2 fois plus vite que tout le monde, parce que l'horaire était fait comme ça. Okay. Mais bon. Mais souvent, les pros partent tout le temps en avant pour la longue distance, justement pour éviter ça. Puis il y a plus de motos qui vont les suivre. Puis c'est 25 secondes par... Une fois que tu commences à faire un dépassement, il faut que tu le complètes. Fait qu'en fait, tu peux pas juste dire « j'arrive, je suis pas capable, je reviens ». Imagine l'autre qui accélère pour que tu... C'est ça le problème. Puis ça arrive des fois. Puis rendu là, c'est une question de jugement. L'officiel est là, il dit « je t'ai vu accélérer de l'autre côté ». Fait que là, tu bloquais. Y a-t-il une pénalité pour ça? Il peut avoir une pénalité. Il peut avoir une pénalité de blocage. Il peut pas empêcher, Il y a comme empêcher le dépassement, en fait, en accélérant. Mais là, c'est une question de jugement. C'est des cas très, très direct, très, qui arrivent. Là, c'est une question de jugement de l'officiel. Parce que des fois, c'est pas inné, mais genre, il y a quelqu'un qui arrive, t'es comme, hey, je vais accélérer. Ça donne un petit boost de se dire, finalement, j'étais bien, je pourrais peut-être aller un peu plus vite. Fait que ça donne un petit boost d'aller plus vite. Mais... Effectivement. Mais bon, reste que c'est... Oui, ça peut arriver. Fait que ça, on disait pas permis dans tout ce qui est Ironman, mais... tout ce qui est le sillonnage est très rarement permis. En fait, il y a groupe d'âge, on parle entre toi et moi, les courses. Là, il y en a une au Québec en 2025 qui va être autorisée. C'est à Gatineau. On a fait un sprint groupe d'âge drafting parce que les groupes d'âge aussi trouvent ça le fun des fois de faire des courses. Mais là, ça prend un vélo de route. Donc, ça prend pas un vélo de contre-la-montre. Fait que c'est un autre type de vélo également. Là. Donc, on peut pas prendre le vélo de longue distance.
Puis ça aussi, j'imagine, les pros en gestion de course, ça doit être complètement différent de savoir que tu peux... Oui. Que tu peux sillonner, c'est comme... Ça change la dynamique. Là, c'est complètement une autre dynamique, en fait. C'est que si tu manques ta natation puis que tu as une course avec drafting, si tu manques le premier pack en vélo, ben souvent ta course est quasiment... elle n'est pas automatiquement finie. Mais c'est dur de reprendre. Il faut être très, très fort en vélo pour revenir. Il faut leader le deuxième pack, rattraper le premier pack, s'économiser pour être fort à course à pied. Okay. Là, on parle pour les courses élites. Là. Les courses élites, c'est compliqué. OK. Fait que tout ça, le 12 mètres, 25 secondes, pas facile à appliquer, mais non, pas facile à retenir. Vous connaissez la règle au moins, puis ça, c'est la même distance, puis le même temps pour toutes les distances, que ce soit sprint, olympique, longue distance et 12 mètres. Puis encore là, c'est les situations par rapport à la course, comment ça se passe et tout. Mais éviter le drafting, c'est une question de sillonnage aussi, une question de sécurité aussi, s'il y a des chutes, mais c'est surtout une question de fair play. Dès que, pour éviter le sillonnage, que c'est vraiment là qu'il peut y avoir un gros gain de temps. Mettons qu'il y a une côte, tu montes la côte, tout le monde ralentit, il y a moins d'effet de sillonnage. Es-tu plus fluide? La règle est-tu moins... Je dirais qu'historiquement, oui, elle est un peu moins appliquée pour en monter. Chaque officiel a son opinion là-dessus. Le but, c'est ce que ça donne avantage. La règle, c'est 12 mètres. C'est pas écrit dans les règles qu'elle n'est pas applicable en côte. C'est toujours 12 mètres. Parce que 25 secondes, ça va peut-être être plus long si on est rendu à monter. Ça, t'as raison. Tu as probablement une adaptation à faire par rapport à ça. Mais c'est quand tu es à l'intérieur, même tu dis, il n'y a pas l'effet de sillonnage en montée. D'accord, mais quand tu roules en peloton, même en montée, ta cadence, juste la cadence, tu suis la cadence, puis ça te fait monter. Sinon, pourquoi au Tour de France, il roule en peloton, même dans les cols? Il y a quand même un avantage. L'équipier va ralentir, attendre son leader, même si c'est une côte à 8 Puis je dis, OK, pourquoi? Il y a un avantage, juste d'avoir quelqu'un. C'est vrai. Donc, est-ce que tu as un avantage à rouler à moins de 12 mètres en côte en triathlon? Oui. Même si tu profites moins de l'aspiration. Tu profites de d'autres choses, peut-être. C'est vrai. Donc, tu as un gain. Okay. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Après ça, les officiels l'appliquent comme ils... Oui. Puis mon but, c'est pas de contourner les règles, c'est plus de... J'imagine, puis c'est comme un... qu'est-ce qui arrive si ça l'arrive? Il y a quand même plus de jugement également. Tu le dis là, à m'emmener, on n'a pas le choix. C'est que si on était tout le temps à dire il faut que je reste à 12 mètres, tu ferais juste ralentir parce qu'il y a tout le temps quelqu'un. Oui, c'est ça. Fait que tu vas juste plus rouler, en fait. Tu vas pas non plus. Exact. Fait que là... Parfait. Fait que vélo, c'est pas mal ça. Aide extérieure également, donc on ne peut pas avoir d'aide extérieure autant à la course, mais en vélo. Donc en théorie... Problème mécanique, j'ai un flat. Problème mécanique, un athlète en course pourrait arrêter, te donner une chambre à air, pas de problème, mais un spectateur ne pourrait pas t'aider à te donner un outil, à tenir ton vélo, prendre ta roue, à changer ton flat. Ça, c'est disqualifié. Donc, c'est à toi d'être autonome pour faire les changements. Ou le service mécanique fourni par l'événement. C'est ça, j'allais dire. J'ai entendu dire que des fois, il y a certains événements, je ne sais pas si c'est tous les événements, mais il y en a que... Rarement. Des fois. Rarement. Les événements comme les Ironman, souvent, ils ont ça. Il faut juste, quand on a un problème mécanique, espérer qu'il y a un officiel très proche puis qui te voit rapidement puis qui fasse le call d'avoir du mécanique. Sinon, ça prend 10 minutes, en fait, tu perds 10 minutes que tu peux absolument rien faire. Là. À moins que tu crées un athlète, puis tu me donnes une chambre à air puis que tu aies déjà tous tes outils. Fait que je vous recommande de l'avoir. Soyez autonome. Pour la longue distance, je recommande d'être quand même autonome parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai. Puis sinon... Il faut que j'aille aux toilettes sur le vélo, je peux débarquer, je peux aller aux toilettes? Pas de problème. Tant que ce soit une toilette officielle, donc ce qui veut dire officielle, les aid stations, les stations de ravitaillement, souvent, il va y avoir quelques toilettes à l'arrivée. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on peut aller à cet endroit-là, mais on ne peut pas normalement arrêter sur le bord de la route, aller dans le bois. Il y en a qui le font, mais en fait, les officiels, s'ils voient ça, souvent, on arrête sur le côté, puis on attend que la personne sorte du bois, puis on dit « Ah, qu'est-ce que vous faisiez? » Puis ça fait un petit carton... Un petit carton bleu? Déchet. Ben oui, déchet. Déchet. C'est un déchet. OK. Ben oui. Parfait. Puis après ça, il y a blocage qui peut être un autre type de pénalité aussi. Mais encore là, allez lire les règles, en fait. Puis il y a des nouvelles règles aussi, mais ça nous touche peut-être un peu moins, mais sur la capacité d'eau qu'on peut emmener sur soi. C'est que là, il y avait des règles là, à cette heure, c'est limité sur le cockpit à l'avant du vélo de triathlon, plus pour la longue distance, évidemment, parce que courte distance, on amène juste un bidon, ça va. Mais c'est maximum 2 litres. Répartis dans 2 bouteilles. À l'arrière de la selle aussi. Donc, il y a essayé de diminuer le poids qui va être traîné, parce que sur le cockpit, en avant, c'est lourd. 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, en fait. Donc, si tu rajoutes 2 kilos, t'es moins actif pour pouvoir bouger. Donc, c'est moins... un aspect de sécurité encore. Exact, question de sécurité. Après ça, c'est que si tu veux plus d'eau, tu as juste à ralentir un peu aux stations de ravitaillement qui te tentent des bouteilles, tu les prends, tu remplis, puis après ça, tu débarrasses de tes bouteilles
dans la zone déterminée Ouais, c'est pour ça, pas avoir une parce que- pénalité. c'est ça, tu peux jeter ces bouteilles-là. Mettons que tu Oui. prends un verre d'eau, tu peux le jeter, mais il faut que ça soit dans une zone, c'est pas n'importe où sur le parcours. Exactement. le parcours. Souvent, ils mettent, exemple, 100 mètres après la station vélo. Donc, si tu roules, ils donnent des bouteilles, tu remplis, tu as des déchets, tu peux les jeter. Puis souvent, ils vont mettre une limite, dire, OK, ben rendu là, faut que tu les gardes après. Exact. Puis ça, ton 2 kilos, c'est uniquement sur le devant du vélo. Mettons, j'ai 2 kilos derrière, ça, c'est correct? C'est 2 litres, en 2 fait, litres, répartis excuse. sur 2 kilos. 2 litres sur le vélo en Oui, tant que tu tel? pourrais. Ouais. Non, mais c'est en avant et En à avant. l'arrière. Il OK. faudra aller relire les règles. Là, c'est une Mettons, j'ai nouvelle un règle. sac à dos sur mon vélo, puis j'ai un 3 litres d'eau en arrière. Ça, 3 litres d'eau en arrière, tu pourrais pas parce que c'est limité à 2 litres. Mais À l'arrière, même dans, sur le mon, vélo. même dans mon sac à dos? Sac à dos, ça, je crois que ça compte pas. Mais sac ça, d'hydratation, ça, faudrait aller relire la règle pour être c'est comme déterminé. entre les deux. Parce que ça, je vois ça comme ça influence. C'est parce que j'en ai entendu parler comme la semaine passée. OK. Quelqu'un qui a vraiment de la difficulté. Mais je pense que c'était plus comme Ironman, peut-être demi, mais je pense plus full. Difficulté à manger. La nutrition, ça passait pas. Fait qu'il mettait tous ses glucides dans son liquide pour les boire. OK. Fait qu'il avait besoin de vraiment beaucoup. C'est surtout très lourd à traîner sur le parcours vélo. Là. Après ça, si t'as déjà... Moi, j'aurais tendance à 1 kg, 2 kg, 4 kg de plus, 500, 6 kg de plus à traîner sur ton vélo. C'est compliqué. Ça fait compliqué. Mais je pourrais pas... Il faudrait vraiment aller relire les règles. Parce que c'est nouveau. J'ai relu aussi en diagonale. Je sais qu'il y a un 2 litres en avant, 2 litres en arrière. Répartis sur deux bouteilles. Tu peux avoir de l'eau dans le cadre aussi, que ça, c'est exclu. Des fois, il y a des systèmes d'hydratation à l'intérieur du cadre. Mais là, on parle de vélo un petit peu différent, là, quand même. Là. Après ça, qu'est-ce qui est sac d'hydratation? Je crois que c'est possible, mais je suis pas sûr. Donc, ça, j'irai lire les règles. En fait, mais même quand on est officiel, c'est important de toujours aller relire les règles parce qu'il y a tellement de changements. C'est sûr. OK, on a un blanc. Ou avant l'événement, OK, on va les relire. Ou je suis attitré sur officiel vélo. Je vais aller relire toute la section vélo pour être sûr de bien connaître les règles et de bien briefer le monde. Puis le but, c'est d'éduquer les gens également. Donc, c'est pas juste de punir. Non, exact. C'est vraiment dans un mode, éducatif. Parfait. Fait que je pense que ça fait le tour pour le vélo. Pour le vélo, à moins que non, mais le drafting, c'est pas mal ça, je dirais. Aide externe, drafting, pas de problème. Il y avait une question aussi qui était si on a une crevaison, n'importe quoi à côté du vélo, il faut quand même garder le casque sur la tête attaché. En fait, on peut pas juste dire j'enlève mon casque et je reste au milieu. On se met sur le côté, on peut attendre on regarde. Puis il faut finir le vélo. Il faut finir le parcours vélo avec son vélo également. Ce qui veut dire, si on a une crevaison, il reste juste 1 kilomètre, je suis rendu, je vais courir à côté. Ben, il faut le finir avec son vélo. Donc, on peut courir à côté du vélo. Tu pourrais courir à côté. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux courir. Mais tu peux pas dire, je laisse mon vélo là et je cours, moi, pour me rendre en transition. Et tu vas arriver, tu dis, ton vélo est où? Je l'ai laissé sur le parcours. Non. Déchet, carton. C'est déchet. C'est un pas pire déchet, ça. On pourrait le prendre selon... c'est quoi ton vélo? Quelle grandeur? Mais on peut pas avoir... on ne peut pas progresser sur le parcours sans son vélo. Qu'est-ce que la progression? C'est si tu avances vers l'arrivée. OK, c'est intéressant ça aussi. Mais tu pourrais courir, mettons, le dernier kilomètre. Ah ben oui, avec ton vélo. On l'a vu, les frères Brownlee, je ne sais pas si ça dit quelque chose, les Anglais, tu as des frères Brownlee, Jonathan puis Alistair Brownlee. Il y a beaucoup de règles qui ont été faites grâce à eux à World Triathlon. Ils ont tellement fait n'importe quoi. Tout le temps. Puis il y a des courses comme ça. Jonathan Brownlee avait un flat. Tu le vois finir le vélo sur l'épaule, puis il court. Sa chaîne, elle avait débarqué ou cassé, je sais pas trop. Il courait, je sais pas trop combien de kilomètres qu'il a fait avec son vélo pour se rendre. Wow. C'est tout le temps eux autres. Là. Chaque fois qu'il y a des règles spéciales. Mais c'est-tu celui-là, je pense qu'il y en a un que j'ai vu qu'il y en a un qui est sur le bord de s'effondrer. Puis là, à la ligne d'arrivée. Oui, c'est exactement lui. Ça, c'est une des règles à la course à pied, justement, la progression. C'est que justement, il allait abandonner. Son frère, il l'a ramassé, il l'a traîné de force, puis il l'a lancé devant lui avant la ligne d'arrivée. Parce qu'il faut que... Dans le temps, tu peux comme avoir de l'aide externe, mais il fallait que... externe. C'était pas externe, mais c'était d'un autre athlète, en fait, là, puis qu'il l'a traîné, mais il fallait pas qu'il ait complété la course. Fait que si son frère avait fini avant lui puis qu'il avait tiré, il aurait été disqualifié. Mais le fait qu'il ait le poussé en avant puis qu'il a traversé après, puis c'est une affaire aussi de pointage. C'est qu'il fallait que Jonathan Brownlee finisse avant pour avoir un pointage pour gagner la série ou gagner dans le pointage. Que si son frère passait devant aussi, il aurait volé des points à l'autre. Fait que là, il l'a juste... Mais ça aussi, la règle complète, parce qu'il y a eu évidemment un protêt. Quand il y a eu ça, les Espagnols, je pense qu'ils ont fait un protêt par rapport à ça.
Puis là, la règle n'était pas claire. Fait que finalement, c'était correct. Fait que les règles sont créées parce que les gens repoussent des limites. Puis, c'est tout le temps des situations bizarres qui arrivent. Puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on l'applique? Puis des fois, la règle, elle va évoluer avec le temps. La règle est écrite. Puis non, une autre situation qui est un peu semblable, mais qui, finalement, c'est mal écrit. On va changer un mot, 2 mots. Comment on l'interprète? Donc, c'est pour ça que je dis que les règles, c'est souvent gris, surtout dans ces petits détails-là. Okay. Mais bon, quand on tombe volet groupe d'âge participatif, ça... Habituellement, ça va. Exemple, on va autoriser un volet groupe d'âge participatif qui termine main dans la main, content et tout, versus dans le volet élite, que c'est interdit parce qu'il y avait 2 filles pour se classer pour aller au jeu à Tokyo, en fait. Les 2 filles étaient contentes, encore Team GB, de la Grande-Bretagne. Ils prennent la main, ils lèvent, on est qualifié pour aller au jeu, disqualifié. Les 2 ont été disqualifiés, fait qu'ils n'ont pas été qualifiés. Ben, ils sont qualifiés sur une autre course. Mais c'est chiant. Là. Puis l'officiel en chef, c'est pas qu'il veut être. C'est que la règle est écrite. Elle est écrite, elle n'a pas le choix de l'appliquer parce que sinon, il pourrait avoir un protêt d'un autre pays. Il dit hey, la règle est écrite, tu ne l'as pas appliquée. Il ne devrait pas. Fait que là, l'athlète avait été disqualifié. Il y a plein d'affaires comme ça. Des fois, tu regardes, ça fait aucun sens. Puis là, tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps ou non, ils respectent les règles. Oui, mais c'est pas fair play. Quel exemple ça montre aux jeunes, montrer qu'ils peuvent avoir de l'entraide même au niveau élite. Fait que là, tu as tout le temps un peu le conflit entre. Puis là, c'est le niveau très, très élite versus le volet amateur. Mais ça reste que c'est ce qu'on regarde, en fait. C'est ces images-là qui marquent. Oui, clairement. Qu'on a disqualifié quelqu'un qui était content d'être qualifié pour aller aux Jeux. Les Jeux olympiques, c'est comme c'est ça. Mais bon, rêve, ça fait partie des règles. En 2025, tu as progressé, plus de vélo, plus d'intervalles. Tu veux dropper ton cockpit parce que tu veux aller plus vite, mais ça se peut que ton bike fitting d'il y a 2-3 ans ne soit plus approprié pour toi parce que ton corps a changé. Chez Physio Vélo, lorsqu'on te voit en bike fitting, on t'évalue et on ajuste le vélo en fonction de ton corps, peu importe tes objectifs. Que ce soit sur un vélo de route, un vélo de triathlon, un vélo à assistance électrique, on peut t'aider à être confortable et à faire plus de vélo. Prends ton rendez-vous en bike fitting, on se voit bientôt à la clinique. Transition 2. Transition numéro 2, exact. Transition numéro 2. On termine le vélo, la ligne de débarquement, la ligne rouge. Elle est rouge, parfait. On débarque. Tu peux pas rouler ton vélo avant, tu peux débarquer avant, j'imagine. Il faut exactement. Il faut débarquer un pied complet avant. Encore une fois, on peut débarquer 2 mètres avant, 3 mètres avant, 5 mètres avant. On s'en fout. On a dit qu'on pouvait courir. Exactement, ne pas bloquer. Puis là, même affaire, on garde le casque attaché toujours. On marche ou on court à côté du vélo. On retrouve notre zone. Notre zone, effectivement. On peut se tasser sur le côté, enlever les souliers si on veut, pour les prendre dans nos mains, pour marcher, il n'y a pas de problème. Mais ça, tu tiens toujours, tu parlais du vélo, tu ne peux pas le laisser traîner par terre, il faut que tu tiennes ton vélo. C'est le même principe. Il ne faut pas que tu bloques en arrière, là, pour attacher, ou est-ce que tu le fais, mais l'important, c'est de ne pas bloquer en arrière. Ça, on peut autoriser, mais souvent, les gens, ils gardent leurs souliers, puis ils vont marcher ou courir à côté, peu importe. Ils arrivent en transition, déposent le vélo, après ils détachent le casque, ils mettent le casque à côté. En théorie, après ça, c'est tu mets tes 2 souliers de course, tu prends ta ceinture de course, puis tu pars. Après ça, tu peux choisir de mettre une casquette, mettre tes lunettes fumées, partir, peu importe. Puis l'important, c'est quand tu cours, c'est que tu aies ton dossard de course. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui vont le mettre en courant. Pour gagner un peu de secondes, ils ne prennent pas le temps de le mettre en transition. Ils vont juste commencer à courir, puis ils vont le mettre dans le 100 mètres, 150 avant de commencer la course. Parce que la course à pied, normalement, elle débute quand tu sors de la transition. Souvent, il va y avoir un tapis de chronométrage au sol. Ça dépend des événements. Parfois, le temps de vélo est inclus dans la course dans transition. Peu importe. Mais s'il y a un tapis de chronométrage au sol, là, vous dites, OK, ça, c'est mon début de temps de course jusqu'à la ligne de finish. Jusqu'à la ligne Exact. Fait qu'il faut que quand tu commences à traverser cette ligne-là, ça te prend ton dossard de course. Exact. À l'avant, généralement, il faut l'avoir à l'avant. Ça arrive parfois que les athlètes oublient leur casque sur la tête de vélo. Puis ça faisait le casque, il faut retourner aller le porter. On ne peut pas juste l'enlever puis le lancer. Dans la foule. Dans la foule, à quelqu'un, à un officiel, en arrière. Fait que tu peux pas avoir d'aide, là, de ce que je comprends. Là, non, c'est ça, tu peux pas avoir d'aide. La passe, c'est fourni par un officiel, puis que ça soit prévu, en fait. Mais tu peux pas avoir d'aide, tu peux pas recevoir des... OK. Puis là, course, moi, j'avais une question là-dessus. T'as-tu le droit d'avoir des écouteurs? Non, malheureusement. J'ai beaucoup de monde. Mais même les écouteurs qui ne sont pas dans les oreilles. Des fois, oui, mais j'ai de la musique, c'est pas dans mes oreilles. Non, on peut pas. Parfait. Puis la règle, en fait, c'est tout le temps un peu comme ça, c'est qu'on peut pas avoir un item qui va déranger l'environnement ambiant. C'est écrit comme ça. Parce que des fois, les gens disent, OK, pas de problème, je vais mettre un speaker.
Je courais avec mon Pas speaker avec de la plus musique permis, forte. ouais. Mais en fait, c'est que là, tu déranges l'atmosphère ambiante, contrairement à la course à pied. Puis je comprends la course à pied et les marathons, tu peux mettre ta musique, il n'y a aucun problème. Souvent, ils disent que c'est non recommandé, mais autorisé. Ouais. Mais c'est non recommandé. Puis en triathlon, ça, c'est non, par C'est contre. pas permis. Fait que ça, on ne peut pas l'avoir. On parlait d'aide externe. Fait que c'est ça. Exact. Mettons que tu as besoin d'aide pour traverser. Ben, il t'en reste pas gros, là, l'exemple que tu as donné. Fait que ça, c'est permis de ce que tu m'as dit. Fait que c'est permis d'avoir un athlète qui te... Puis maintenant, en fait. OK, ça ne l'est. Je vais relire ce que ça a changé un peu. Mais tu peux pas aider quelqu'un. Tu peux pas aider ou recevoir de l'aide. Ça, non. Ça, c'est rendu complètement interdit. Suite à ça, en fait. Ouais. Ça, c'est en 2016. La règle a changé qu'on ne pouvait plus. Cette année, elle a changé. Elle a été un peu plus claire parce qu'avant, c'était les deux athlètes interdits de recevoir de l'aide, les deux athlètes disqualifiés. OK. Là, la règle a changé cette année. C'était... Puis je vais résumer, c'est pas le bon wording, en fait. Ouais. C'est l'athlète qui aide va être disqualifié, mais il faut que l'athlète tente de ne pas recevoir l'aide. Si l'athlète a accepté l'aide, il est disqualifié, mais à un moment donné, c'est que tu peux arriver, je vais m'arranger que l'autre il soit disqualifié, je vais l'aider, je vais le pousser, puis si l'autre ne veut pas... Ouais, c'est juste toi qui es disqualifié. Exact, non l'autre. Ouais. exact. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, en fait. Okay. La personne qui reçoit l'aide, est-ce qu'elle a accepté, est-ce qu'elle fait... Fait qu'il y a cette petite nuance-là qui est très... zone grise encore, là, c'est une question de jugement. Mettons, tu te voles la cheville en courant. Tu peux pas avoir une béquille, quelqu'un qui vient t'aider à Non, ça, tu peux pas. Parce que tu peux pas faire la course à pied avec des béquilles, non. avec un bâton de marche, avec des trucs comme ça. Ça, c'est interdit également. Okay. Il y a le volet paratriathlon qui est complètement à part, mais même eux, en fait, ils peuvent pas en avoir. Okay. C'est des prothèses. Fait que ça, on peut pas faire la course avec ça. Donc, puis il faut finir sur ses pieds, en fait. C'est pas dit qu'on peut pas finir en rampant. Il y a toujours des vidéos, des fois, on va à la longue distance, quelqu'un qui rampe, puis à quel point c'est extraordinaire, une leçon de courage, de terminer son événement en rampant. Mais rendu là, je sais pas si c'est de la santé, là. Ouais, de c'est finir pousser les limites un peu. Mais en fait, non, on peut pas. On peut pas. Fait qu'il faut finir debout. Mais en marchant, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire en marchant. Quelqu'un qui veut être funky puis qui marche sur les mains pour le finish. Va te disqualifier parce qu'il n'est pas sur ses pieds? Non, ça, je pense que ça irait. Ça serait cool. C'est intéressant de marcher sur les mains. Ouais. Mais on peut pas avoir de... qu'est-ce que j'allais dire? L'aide externe. Ouais, non, ça va me revenir. Okay. Mais il y a une règle qui a changé, par contre, c'est au niveau du tri-suit. Ouais. Au niveau du zipper, il peut être en avant ou à l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, le tri-suit, c'est ta combinaison. Là. Ouais. Puis maintenant, le tri-suit, si on a un maillot de vélo, par exemple, pour courir, il y en a qui mettent un maillot de vélo pour courir, on peut le dézipper jusqu'en bas, mais il faut qu'il reste attaché dans le bas. Okay. Versus avant, qu'il ne fallait pas... Il ne faut pas que ça soit ouvert. Ouais. Puis il faut que les deux épaules restent sur les épaules. Il ne faut pas qu'il soit attaché en bas puis qu'il ils pendent de chaque côté. Avant, il fallait que ça soit au niveau du maximum sternum. Okay. Mais là, le plein été, quand il fait chaud, là, je comprends les gens qui le dézippent. Là, il fait chaud. Là. Okay. Puis là, il s'arrose. Fait que là, au moins, ça le permet. Mais quand on arrive près de l'arrivée, à moins de 100 mètres de l'arrivée, ben là, normalement, il faut le zipper au complet. Ah, wow. Jusqu'en tu haut. le rezippes pour finir. Exactement. Pour que ta photo de photo finish soit. Exact. Cute. Mais tu sais, jamais on va. Faudrait quand même que ce soit exceptionnel pour qu'un athlète soit disqualifié, groupe d'âge, là, pour ça. Ouais. Dire, on t'a disqualifié parce que ton maillot n'était pas zippé jusqu'en haut. C'est comme la personne, elle a payé, elle veut vivre une belle expérience, elle est contente, on va pas dire, disqualifié pour. Mais tu sais, c'est une question encore d'éducation. Ouais. Alors, saviez-vous que vous devez, à l'avenir, s'il vous plaît, zipper votre jusqu'en haut pour les photos, pour blablabla, le truc, puis simplement. Donc, c'est encore un truc de éducation, en fait, au niveau de la course à pied. Puis, course à pied, encore là, j'ai déjà une petite idée de ta réponse, Okay. mais j'ai ma famille sur le bord qui m'encourage, qui me tend une bouteille d'eau que je prends en courant. En théorie, c'est de l'aide externe. Tu ne peux pas en avoir. Okay. Là, je comprends. En course à pied, souvent, ça, comme marathon, ça se fait. Ils donnent des gels, des Ouais. bouteilles sur un événement de marche, je comprends. Mais non. triathlon, on ne peut pas avoir d'aide externe. C'est considéré comme étant de l'aide externe. Mais un autre athlète qui te donne un gel, qui te donne des jujubes, il n'y a pas de problème. Okay. Il y a des zones de déchets aussi à la course à pied, donc même principe. On ne peut pas enlever. Tu les gardes avec tu les gardes. C'est une question d'éco-responsabilité également, ben oui. au niveau de la course à pied. Okay. Après, justement, il y a des stations d'aide sur le parcours. Puis ça, c'est un point aussi. Lorsque vous inscrivez à l'événement, essayez de regarder justement c'est quoi le parcours.
de course à pied. Puis sont où les stations? OK, c'est après. Normalement, il y en a un dans le premier 400 mètres de course, généralement. Un au début de la course à pied, justement, pour s'hydrater ou pour s'arroser, parce qu'on peut avoir très chaud en vélo, puis ça peut être des journées assez chaudes. Puis il y a des toilettes dans les stations d'aide, tu disais. Fait que... Pas tout le temps. Sur la longue distance, oui. Mais quand on tombe sur la courte distance, rarement, je dirais. L'événement est un peu plus court, mais souvent, il va en avoir en transition. Donc, si vous voulez aller aux toilettes, il faut y aller vraiment en T1 ou en T2. Sur le parcours de course à pied, parfois, il va en avoir une, parfois non. Donc, ça à vérifier justement dans le guide de l'athlète, puis regarder les stations d'eau sont où pour voir. Généralement, il y a une station d'eau au maximum 2,5 km. Donc, ce qui fait au moins une pour le 5 km, en fait. Même 2, c'est en une au début. Puis pour un 10 km, il y en a au moins 3, 4. Là. Fait que ça peut aider aussi à prendre ses choix. Puis regardez qu'est-ce qu'il donne également. Comme à la course à pied, est-ce qu'il donne des électrolytes ou juste de l'eau? Donc, des fois, ça peut changer. Sur la longue distance, souvent, ils vont donner des gels, ils vont donner des bananes, d'autres choses. Mais ça, allez voir dans le guide de l'athlète pour faire votre plan de nutrition en fonction. Exact. La course à pied, donc, course à pied, c'est bien. C'est ça que je voulais dire. Les souliers sont obligatoires au Québec, en fait, de porter les souliers. Selon World Triathlon, non. Donc, un athlète pourrait partir pieds nus. Il n'y aurait pas de problème. Mais nous, on le met question d'assurance aussi, puis de blessure. Donc, les souliers, c'est obligatoire. Donc, de les mettre, s'il vous plaît, en deuxième transition avant de partir sur la course à pied. Je n'avais même pas pensé à ça parce que... Oui, mais ça, j'ai un petit flash que des fois, il y a des gens qui veulent courir pieds nus puis ils ne peuvent pas. Le T-shirt est obligatoire. Un chandail, il faut que le torse soit couvert, en fait. Donc, il faut que le torse soit couvert à la course à pied. Puis maintenant, il y a les nouvelles règles avec World Athletics aussi pour les souliers. Donc, il y a des souliers de course qui sont interdits. T'sais, on les voit à cause que la hauteur de la semelle est trop élevée, puis les trucs comme ça. Puis ça, ils ont rentré ça en triathlon également. Donc, même ceux qui font des Ironman, ils ont sorti une liste des souliers qui sont interdits. Bannis, exactement, comme pas le tricheur, si vous avez ça et tout. Donc, juste valider, être sûr que si vous achetez une nouvelle paire de souliers pour courir ou vous voulez faire vos compétitions avec, valider que la paire de souliers est légale pour les compétitions. Puis des fois, tu as un modèle, mais le modèle, telle version est illégale, mais l'autre version est correcte. Fait que là, il faut voir selon la version. Puis le site World Athletics, ils ont une section, en fait, qu'on tape le modèle, puis ça dit s'il est approuvé ou non. Puis nous, on les vérifie côté élite, groupe d'âge. On ne va pas vérifier toute la zone à 1000 athlètes. Là. On ne va pas regarder tout le monde. Mais on va faire de la sensibilisation quand même. Justement, sur qu'est-ce qui... Puis c'est encore une fois, question d'avantage? Exactement. Question d'avantage. Question que l'équipement est légal ou non. Fait que ça, on va le regarder. Fait que, on ne veut pas, mais en principe, un athlète qui fera un protège contre un autre athlète pour des souliers illégaux, il gagnerait le protège. Parce qu'on peut faire un protège sur des règles. Puis souvent, des fois, à la course à pied au Québec, là, je parle des événements triathlon Québec, il peut y avoir une tente de pénalité, parce qu'on parlait des pénalités pour drafting, sillonnage, carton bleu ou carton jaune pour une ligne d'embarquement, débarquement, peu importe qui peut avoir. Selon l'événement, selon les consignes du délégué technique, est-ce que la pénalité est purgée sur place ou est-ce qu'elle va être purgée à la tente de pénalité à la course à pied? Ça, c'est la responsabilité de l'athlète d'arrêter. Donc, vous courez, vous savez que vous avez un carton bleu. S'il y a une tente de pénalité, souvent, c'est certaines étapes de la Coupe Québec, vous devez arrêter, dire « j'ai eu un carton bleu », puis tu as l'officiel qui va partir le chronomètre. Donc, encore là, ça dépend. Peut-être que ça va être ajouté au temps final, mais c'est à la responsabilité de l'athlète. Tu parles beaucoup de questions. Carton bleu, c'est quoi les autres couleurs, puis ils servent à quoi? Carton jaune, en fait, qu'il peut avoir, qui est plus justement pour toutes les autres infractions autres que le sillonnage. Donc, on parlait des lignes, on parle d'un faux départ qui peut arriver. Puis là, je ne parle pas de Ironman, qu'on parlait que déchet, c'était carton bleu, mais en théorie, déchet, c'est carton jaune qui serait là. Puis l'autre carton, c'est rouge, qui est la disqualification qu'on ne souhaite jamais sortir. Puis disqualification, souvent, c'est plus exemple. Évidemment, c'est conduite antisportive. Donc, que ce soit un athlète qui est complètement hystérique, qui crie après tout le monde, on peut complètement l'arrêter. Quelqu'un qu'on retrouve sur le parcours vélo, pas de casque. Tout simplement, qui s'est faufilé à travers toutes les mailles du filet à l'entrée de la transition, en sortie, il n'y a pas de casque. Lui, on le disqualifie, mais on le retire de la course immédiatement également pour pas qu'il continue. Sinon, il va juste finir sa course. On va l'enlever. Si tu coupes une bouée également, il dit que c'était disqualifié, mais ça, c'est plus compliqué à avoir. Puis souvent, on va quand même être assez flexible à la natation des athlètes. On a souvent un cut-off de 30 minutes pour une distance sprint, par exemple, pour un 750 mètres de nage. Puis des fois, si l'athlète n'est pas capable de faire le cut-off, il panique dans l'eau, il embarque dans le bateau de sauvetage, on l'amène au bord, l'athlète est triste, j'aurais aimé ça compléter la course, on va le laisser finir quand même. On va dire, OK, c'est beau, tu vas finir, pas de problème. Repose-toi.
On prend ton numéro, tu vas être disqualifié dans les résultats parce que tu n'as pas complété ta natation, mais au moins tu peux aller faire ton vélo et ta course à pied. OK. Fait que là, souvent, l'athlète est content, Ouais. on le laisse poursuivre, on transmet le numéro à la compagnie de chronométrage, puis on vérifie à la fin de la journée que tout a été fait OK. comme ça. Fait qu'on essaie d'être assez flexible et de répondre aux besoins des gens. Là. OK. C'est quand même le fun au moins de savoir que c'est ça. C'est pas... T'es pas dans l'armée à regarder Non, on ça. n'est pas- Le but, on c'est, veut comme pas. tu dis, plaisir, un peu aussi dépassement de soi. Exact, on veut pas. Puis vérifiez quel événement vous voulez vous inscrire. Des fois, si c'est un championnat canadien, c'est un peu différent parce que tu as des officiels de d'autres provinces qui viennent. C'est peut-être eux qui vont être en charge de l'événement, même si c'est au Québec, même si nous, on fait nos recommandations. Puis chaque comité organisateur est un peu différent, mais les règles s'appliquent relativement standard, relativement de base. Là. Mais on essaie de travailler justement avec eux pour faire vivre une belle expérience aux participants. Peu importe le niveau. Fait que c'est un peu ça, mais regardez les règles, puis n'ayez pas peur de poser des questions aux officiels que vous voyez également pour vous éduquer votre entourage également. Donc ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on tente de faire jour après jour. Ouais. Puis c'est ce que je tente de faire aussi avec cet C'est épisode-là, parfait. de répondre aux questions. Il y a déjà des petits éléments, des petits trucs que je ne savais pas, que là, maintenant que je connais. Fait que là, je peux pas faire les erreurs le jour de la course. Là, je vais respecter toutes les règles, puis pratiquer mon handstand pour finir en marchant sur les mains Ouais, c'est ça. à la fin. Ça va être très beau. Mais il faudrait que je me pratique pas mal, mais je pense que je vais quand même le finir sur mes 2 pieds. Là. Fait que ça reste mon objectif. Mais je pense que ça fait le tour de mes questions. Pour de vrai, si jamais j'en ai d'autres, je t'écrirai. Oui, pas de problème. Je sais pas s'il y a d'autres éléments auxquels tu penses. Une fois que la course est finie, j'imagine que c'est fini puis il n'y a plus d'autres règles, là, dans le sens que c'est... Non, exact. Ben, c'est la ligne d'arrivée, évidemment. Ben, après ça, non, il n'y a rien d'autre de spécial. Mais enfin, oui, tu parlais un peu justement sur le parcours de course à pied. C'est qu'on ne peut pas non plus finir avec sa famille, ses amis, son enfant sur les épaules, tout le kit. Je sais que des fois, il y a Challenge Family, qui est un autre brand, une compagnie qui le permet, mais en théorie, c'est pas dans les règles de World Triathlon, ni dans les règles d'Ironman, ni dans les règles de Triathlon Québec. Donc ça, c'est complètement différent. Normalement, le field of play qu'on appelle, le FOP, l'aire de jeu, c'est réservé aux athlètes seulement. Donc oui, vous complétez l'épreuve, puis après ça, ben, vous allez prendre une bonne bière ou quelque chose d'autre pour célébrer. Ouais. On suggère ça. Ça fait du bien. Ben oui. Parfait. Ben, si jamais les gens ont des questions, je vais les inviter à envoyer un petit message. Triathlon Québec, info@triathlonquebec.org. Les réglementations, les règles de compétition sont aussi en ligne. Donc, allez les voir, puis ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Parfait. Ben, merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Je te souhaite une bonne saison de triathlon, puis j'espère que tout va bien se passer. Merci. Bon entraînement et bon événement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!